Du coup, merci Fabien d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir qu'on est ici à deux pour pouvoir parler immobilier, pour pouvoir parler d'investissement à Dubaï. Déjà, pourquoi est-ce que je voulais faire ce podcast aussi avec toi? Parce que de toutes les transactions immobilières que j'ai fait, j'en ai pas fait 100, je suis encore assez jeune, j'en ai fait quelques-unes en Europe, et là c'était ma première du coup aux Émirats. De toutes celles que j'ai fait, j'ai vraiment senti que pour la première fois, en fait, j'étais vraiment entre les mains d'une personne qui m'accompagnait vraiment, qui me donnait des bons conseils, mais pas des conseils en mode tu vas cracher sur un projet pour me vendre absolument un autre. Et donc dès le début, j'ai vraiment en fait senti, on va dire une confiance avec toi, chose que parfois j'ai pas eu dans d'autres achats immobiliers dans ma vie. Et du coup, je me suis dit moi, j'ai pu profiter de cette expérience-là avec toi de manière personnelle. Autant en faire profiter en fait le plus grand nombre de personnes possible qui sont intéressées par l'immobilier à travers ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que c'est important pour moi de t'inviter ici et de te dire je vais te poser des questions, on va parler immobilier Dubaï, voir un petit peu ton retour d'expérience par rapport au marché. Pour moi, voilà, c'était vraiment intéressant, surtout que tu connais bien ton marché, tu es là depuis plusieurs années, que ce soit du downtown, du business bay, du off-plan, du resale aussi, on va en parler après. Et donc voilà, encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Ce qui serait top, c'est du coup que tu te présentes rapidement. Donc qui tu es, comment est-ce que tu arrives à Dubaï, à travailler dans l'immobilier, etc. pour qu'on puisse commencer ce podcast de la meilleure des manières, quoi. Eh ben, écoute Lucas, déjà merci pour ces mots qui me font hyper plaisir. Et je te renvoie le remerciement Lucas déjà de m'accueillir sur ta chaîne. Je suis très content de pouvoir partager, tu vois, avec tous tes abonnés de la valeur en réalité sur le marché de Dubaï. Et pour moi, à titre personnel, le fait d'être là aujourd'hui avec toi sur ta chaîne, sur ton podcast, c'est une belle reconnaissance. Ça veut dire effectivement que tu as été content de l'accompagnement. Donc ça, c'est hyper agréable pour moi. Donc merci pour ça. Et je te retourne aussi, en réalité Lucas, moi ça a été un plaisir de travailler avec toi. Tu as été un investisseur qui a été hyper à l'écoute, qui a été aussi désireux d'aller découvrir les informations. Donc, c'est des accompagnements aussi pour moi qui sont hyper agréables. Donc, merci pour ça et le début d'une longue collaboration avec plein d'autres derrière. Pour te parler un petit peu de moi et surtout pour les personnes qui vont découvrir le podcast, moi Fabien, du coup, 39 ans. Ça fait maintenant, je ne suis pas toujours très bon sur les dates, mais à peu près 4 ans que je suis basé sur Dubaï, immobilier depuis 4 ans ici, donc je vois vraiment, tu vois, le marché évoluer. Je commence maintenant vraiment à avoir aussi une expérience du marché parce que c'est un marché vraiment à part et qui est très différent de ce qu'on peut connaître en Europe réellement. Pour les présentations, pour revenir rapidement, Lucas, moi sur mon parcours en France, finalement j'ai eu deux casquettes, une dans l'immobilier, parce que j'en ai fait à l'époque où Stéphane Pazza démarrait sur M6. Mhm. Il n'avait pas encore créé ses agences, il était encore toujours attaché sur ERA CTI à l'époque, les agences, et c'est lui, avec son équipe, qui m'a mis le pied à l'étrier sur vraiment l'immobilier parisien. Alors je te parle d'une autre époque où on n'avait pas encore, tu vois, ce développement des réseaux sociaux, on fonctionnait beaucoup moins avec les vidéos, c'était vraiment un travail de terrain, Ouais. on allait toquer aux portes, on dérangeait les gens, on devait prendre tous les matins le bon coin, se loger, je crois qu'on avait déjà à l'époque, appeler les gens, faire de la prospection téléphonique, mais beaucoup plus intrusif que ce qu'on connaît aujourd'hui. Mhm. Et toi, tu es familier en réalité avec le e-commerce, de toutes ces campagnes de leads, les publicités, toutes ces choses-là qui sont hyper importantes aujourd'hui. Donc c'était une autre époque dans l'immobilier, mais qui était hyper formatrice. Donc ça, c'est ma casquette immobilier en France. Et pendant longtemps aussi, moi, j'ai une expertise dans le retail, plus de 10 ans pour une marque de prêt-à-porter premium, où j'ai géré beaucoup des plus grosses boutiques parisiennes et en Île-de-France de cette marque-là. Pour t'expliquer un peu la bascule, parce que c'est intéressant de comprendre ce qui m'a amené à Dubaï en réalité, moi j'ai mon meilleur ami Mathieu, qui est là maintenant depuis plus de 10 ans, qui s'est expatrié. Donc lui a vraiment eu, tu vois, une vision il y a bien longtemps déjà de ce Ouais. qu'allait devenir Dubaï, à une époque où les gens ne s'intéressaient pas encore et où il y avait encore tout à construire. Il est parti donc il y a plus de 10 ans. Évidemment, ton meilleur ami part, toi tu vas aller lui rendre visite pendant les vacances. Premier moment où j'ai mis, on va dire, les pieds sur le sol de Dubaï, et tu me partageras aussi, toi, ton retour, parce que ça sera intéressant. Il y a quelque chose, moi, je trouve, qui se passe quand tu viens à Dubaï pour la première fois. Mhm. Je pense encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, mais même il y a 10 ans en arrière, tu sens, tu vois, une énergie ici. Ouais. Euh, Tu sens que tu vas pouvoir développer ton ambition, qu'il y a une fibre entrepreneuriale qui est hyper forte à Dubaï. Et ça, vraiment, tu vois, moi, ça a été une révélation en réalité sur le côté Dubaï. Je t'explique la Mhm. transition après, mais il faut comprendre que l'amour de Dubaï démarre il y a 10 ans.
Pendant les vacances que je passe avec lui, je réfléchis beaucoup. Je me dis, OK, il faut que j'aille à Dubaï d'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose à faire. Le contexte en France, déjà, il y a un moment, tu sens quand même une courbe, que ce soit européenne, française, qui n'est pas toujours hyper favorable. J'étais très heureux, je gagnais bien ma vie, j'avais mes petits investissements, mais à un moment donné, envie, tu vois, de sortir de la zone de confort, découvrir des nouveaux horizons, se développer aussi. Et c'est ce qui fait que j'ai mis les choses qu'il fallait en place. Donc j'ai sécurisé mes investissements et je me suis orienté sur Dubaï. Je te la fais très courte, ça a été d'abord par le biais de formation qu'on faisait pour les francophones, Ok. d'accord, qu'on organisait sur Dubaï, sur le thème de la création d'entreprise, du marketing Mhm. digital et du e-commerce que tu connais Ouais. très bien. Moi, mon rôle, si tu veux, c'était de chapeauter, d'organiser toute cette formation qu'on vendait donc à des Français et qu'on organisait sur Dubaï avec mon équipe d'intervenants. Et moi, j'avais une partie en fait où j'abordais le développement personnel pour les apprenants. Ok. Pour te la faire courte, ça a duré un temps. Après, il y a eu beaucoup de complications par rapport au CPF, l'organisme de formation avec Mhm. lequel on travaillait. Il a dû finalement falloir que je me réinvente. Mhm. J'avais déjà un pied sur Dubaï, tu vois, mais on va dire un business qui devait changer. À cette époque, donc là on arrive 4 ans en arrière, quand je fais mes premiers pas ici sur Dubaï, j'ai un niveau d'anglais qui n'est pas exceptionnel. Mhm. Comme beaucoup de Comme beaucoup Français, de Français et de Belges d'ailleurs. exactement, et d'autant plus qui arrive à Dubaï. Mais tu as un peu l'insouciance quand tu arrives de te dire, ok, mon anglais est pas top, je me fais comprendre, j'arrive à parler, ça va, je vais m'en Ouais. sortir. Mais tu te rends compte, en fait, une vraie réalité, ça c'est important, même pour toutes les personnes de ta chaîne, tu vois, qui peuvent être intéressées à un moment donné sur l'expatriation à Dubaï, tu n'as pas 50 solutions ici. Soit tu es qualifié, tu as un vrai diplôme, une vraie plus-value sur le marché, et même là, c'est compliqué parce que tu es en concurrence avec le monde entier, c'est ce que je Mhm. dis toujours à Dubaï. Soit tu as un business que tu vas développer, soit tu as vraiment, entre guillemets, un talent qui va Mhm. faire que tu vas pouvoir y arriver. Mais tous les jobs, entre guillemets, peu qualifiés, ou les jobs de tous les jours, tu peux pas les faire ici. Tu Mhm. vois, tu as des nationalités qui vont accepter de le faire pour 4 fois moins que ce que toi, tu Exact. pourrais accepter pour vivre. Donc, en réalité, tu te retrouves un peu sur une barrière où tu te dis, OK, j'ai un niveau d'anglais correct, mais foncièrement, mes qualités que je vais pouvoir faire valoir, sans l'anglais, c'est dur. Mhm. J'ai regardé sur LinkedIn, French speaker, j'ai regardé un peu les options, et là, tu te rends compte que 8 annonces sur 10 d'emploi amenées vers l'immobilier. Ok. Ça tombe bien, j'avais mon expertise sur l'immobilier, j'adore ça, j'ai toujours aimé, mais j'avais pas forcément fait un focus sur le faire pleinement ici à Dubaï, et finalement, c'est devenu comme une évidence. Je Mhm. me suis intéressé un peu au marché avant de me dire est-ce que je veux vraiment me lancer dedans, et en fait, en commençant vraiment à découvrir, tu vois, le marché immobilier ici, et pour toutes les personnes qui regardent le podcast et qui vont le faire, c'est fascinant, À et fond. c'était comme une évidence, Mhm. en réalité, de se diriger vers le marché immobilier ici. Ouais. Et en fait, le marché immobilier, il va. Je pense qu'une fois que tu es dedans, parce que en ayant parlé à différents agents immobiliers, en ayant travaillé avec toi aussi, je me rends compte que c'est un métier en fait qui va à 300 à l'heure, quoi. Ça n'arrête pas. Même le marché, je trouve, va plus vite que l'humain. C'est-à-dire que ça n'arrête pas les transactions, les nouveaux projets qui sortent, les prix qui augmentent, etc. Ça n'arrête pas. Et du coup, ça doit être quand même super stimulant quand tu as ce caractère-là, je pense, de vouloir faire des choses, que tu es ambitieux, etc. En fait, c'est un marché qui colle totalement à la personnalité d'une personne, voilà, qui est ambitieuse. Et toi, du coup, donc tu arrives à Dubaï, tu as regardé, tu t'es lancé justement dans l'immobilier en tant qu'agent immobilier dans un premier temps. Pour toi, ça a été quoi vraiment les grosses différences que tu as vues directes entre le marché immobilier à Dubaï et le marché immobilier en France, par exemple? Alors, je reviens juste sur une chose, Lucas, parce que ça peut être intéressant aussi d'expliquer comment je fais vraiment mon entrée finalement dans Ouais. l'immobilier. Moi, si tu veux, j'arrive à Dubaï avec une valise de 15 kilos. C'est tout. Nouveau départ. J'avais ma femme actuelle qui était ma copine de l'époque, qui s'était elle déjà installée parce qu'elle avait trouvé un job ici quand on voulait faire Ouais. la transition. Je me laisse une semaine, le temps d'organiser deux, trois petites choses. Je postule sur l'agence francophone que je voulais. C'est important, tu vois, de rendre hommage aussi à Dubaï Mhm. Imo, qui est ma structure actuelle, et à Guillaume Giroud, qui l'a fondée. Mhm. Je postule là-bas. Le lendemain, je reçois un call d'un des managers de l'agence. Petit entretien très rapide. Et ça aussi, c'est intéressant, c'est pour t'expliquer la magie de Dubaï et les opportunités qu'on peut avoir. Tu postules, le lendemain, on t'appelle. Tu as un entretien de 15 minutes, mais je me rappelle de quelque chose d'hyper important qui te parlera, je pense aussi, Lucas. Le call dure 20 minutes, ça se termine par David, du coup, mon manager, à qui je rends aussi hommage parce que c'est lui qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier, Ouais. qui me dit ok, Fabien, tu as l'air d'avoir la tête bien faite, tu es déjà renseigné sur le marché, de quoi tu as besoin, qu'est-ce que je peux t'apporter en réalité. Et toi qui fais de la formation, du mentorat aussi, j'imagine, en partie, Mhm. puisqu'on Ouais. peut le qualifier comme ça, Exact. bah moi, en fait, j'ai toujours considéré ça, Lucas, qu'en réalité, quand t'es pas bête et travailleur, tu peux tout apprendre, tu as juste besoin de Mhm. quelqu'un pour te l'apprendre, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, David, en réalité,
Et je me rappelle vraiment de cet échange. Je lui ai dit, moi, j'ai juste besoin d'un mentor à Dubaï qui va m'ouvrir les portes et m'expliquer comment ça fonctionne. Il m'a dit, OK, ça me plaît. On se voit demain. On prend un café le matin. L'après-midi, j'étais embauché. Pour te dire aussi comment ça peut aller vite à Dubaï. Après, effectivement, c'est une jungle l'immobilier ici à Dubaï. Donc, rentrer dans une structure, c'est pas forcément difficile. Rentrer dans la bonne structure, là, ça le devient. Et j'ai envie de te dire que ça, c'est un choix stratégique que je regrette pas aujourd'hui du tout. C'est d'être rentré sur une bonne agence qui m'a bien formé, qui m'a permis justement de faire mon trou sur ce marché hyper concurrentiel. Aujourd'hui, foncièrement, n'importe quelle personne tu vois, qui regarde ce podcast peut rentrer dans l'immobilier. Tu as une agence qui ne va pas lui donner de visa, qui va le laisser travailler à la commission. Tant mieux s'il arrive à faire un deal et tant pis pour lui s'il n'en fait pas. Maintenant, il faut que les gens s'accrochent parce que tu l'as dit, Lucas, c'est dur. C'est-à-dire que c'est du 7 jours sur 7. Je suis jeune papa, ma vie de famille, elle en prend un coup. C'est des concessions qui sont énormes que tu dois faire parce que ici, tu as un rôle qui est de recevoir des nouveaux prospects, de les accompagner sur l'éducation de l'investissement à Dubaï, parce que pour beaucoup, c'est nouveau. Tu as ensuite tout le processus de trouver le bien idéal, de le vendre et de faire un suivi. Et ça, tu l'as vu, Lucas, c'est important, que ce soit sur le off-plan, les biens sur plan ou déjà livrés. L'accompagnement, pour moi, c'est pas juste de te vendre quelque chose. Je suis avec toi derrière et ton investissement, dont on va reparler avec grand plaisir après, bah, ça fait déjà quelques mois. Et encore aujourd'hui, si tu as besoin, je reste en soutien pour toi. Et pareil avec les acheteurs sur plan qu'on va suivre pendant 2-3 ans. Donc finalement, pour te donner un chiffre aussi qui est intéressant pour toi et pour les gens qui nous regardent, sur les 4 dernières années, moi j'ai plus de 100 personnes que j'ai accompagnées sur leurs investissements. Soit sur du déjà prêt, soit sur des reventes, soit sur du off-plan. Mais t'imagines, quand tu as 100 personnes qui ont des besoins finalement réguliers, c'est un accompagnement de chaque instant et c'est pas juste la vente, finalement c'est plus le suivi derrière. Donc oui, je travaille au moins 60 heures par semaine facilement. Et je donne une donnée d'ailleurs qui est intéressante aussi. À Dubaï, le temps moyen de travail à la semaine est de 50 heures. Ok. Pour toutes les personnes, tu vois, qui des fois se disent à Dubaï, l'argent tombe du ciel, les gens travaillent peut-être pas si dur que ça, ils ont l'impression que, tu vois, c'est pas dur. C'est une ville qui est dure. Et ça, c'est vraiment important déjà dans l'immobilier. Toi qui es là aussi ici souvent, tu le sais, c'est une ville aujourd'hui où tu as des gens du monde entier qui viennent avec le même objectif de faire leur trou, de gagner de l'argent, peu importe le business. Et toi, tu es au milieu, tu vois, d'un océan, moi j'aime bien dire rempli de requins, parce que c'est des gens, tu vois, qu'on est dans l'ombre qui viennent à Dubaï. C'est des gens qui ont des hautes ambitions. Et toi, tu es là au milieu de dizaines d'autres agents immobiliers de toutes les nationalités et tu dois faire ton trou. Tu vois, c'est ça notre vrai défi à nous d'agents immobiliers aujourd'hui. Bah, c'est comme tu disais aussi la fois passée, on en parlait à deux dans la voiture en allant visiter justement des autres biens à GVC. C'est rare en fait de voir des gens qui sont à Dubaï depuis 5-6 ans. Alors il y en a, on en connaît tous les deux, mais tu as beaucoup de personnes qui viennent, qui posent leurs valises, mais un an après, elles repartent parce que c'est difficile de faire son trou, même en tant qu'entrepreneur, etc. Tu dois avoir un business qui suit. Si tu as une femme et des enfants, la scolarité des enfants aussi, ça coûte quand même assez d'argent. Donc Dubaï, il faut avoir les reins solides, quoi. Et tu viens pas ici en te disant je vais avoir un job comme en France ou en Belgique où je vais gagner par exemple 2500 euros par mois. Ici, avec on va dire seulement 2500 euros par mois, si tu es tout seul, c'est quand même compliqué, quoi. Il faut quand même il faut bosser dur. Il faut pas se dire voilà, je commence à 8h, à 16h, ma journée elle est finie. Non, c'est du non-stop. Et d'ailleurs, par exemple, moi, de mon côté à moi, en tant qu'investisseur, c'est ultra important d'avoir des personnes aussi qui sont réactives de l'autre côté. Si j'ai un agent immobilier qui ne me répond pas un mercredi à 20h alors que le deal il est presque occupé de se faire, ça se peut que quelqu'un d'autre me passe sous le nez et qui prenne le deal à ma place, en fait. Donc, c'est ultra important d'avoir comme ça des personnes qui sont réactives du tac au tac. Et en fait, on le voit ici à Dubaï, il y a tout le monde qui est au tac au tac, quoi. Il n'y a personne qui... Ceux qui restent sur la touche, tu travailles pas avec eux, quoi. Tu travailles qu'avec les gens qui sont réactifs et c'est comme ça que les bons deals se font. C'est comme ça que on gagne tous de l'argent, en fait. C'est en étant connecté H24, en fait, sauf quand on dort. Mais sinon, avant de dormir, dès la première minute où on est réveillé, on est connecté, que ce soit pour différents types de business, mais c'est comme ça que les choses se font ici, quoi. Ça, en réalité, Lucas, ce que tu dis, c'est la règle d'un marché qui est concurrentiel. Donc aujourd'hui, si tu as de la concurrence, il faut que tu sois réactif. J'avais lu une donnée hyper intéressante. Je crois que, alors, je sais plus le pourcentage 100% en tête, mais quand tu traites un lead dans les 5 premières minutes, tu optimises d'au moins, je crois, 50% ta possibilité de le transformer. Tu le sais certainement aussi, tu as toutes ces données en tête, tu vois. Mais ça, c'est important. Et oui, aujourd'hui, moi, quand je vends un projet off-plan, donc sur plan, finalement, je te propose le même projet que plusieurs dizaines d'autres milliers d'agents immobiliers. Donc, si demain, je suis pas réactif, je te réponds pas, tu iras l'acheter avec un autre. Et tant pis pour moi, en réalité, le marché ne t'attend pas ici. Donc oui, c'est
constamment des sollicitations, une réactivité. Et moi, je le vois, Lucas. Si j'ai des moments où je prends des petites vacances, où je lève un peu le pied, tu vois, je suis jeune papa, comme je t'ai dit, ma femme accouche, bah oui, c'est normal, pendant une semaine, Ouais. je suis un peu moins actif. Mon chiffre, il s'effondre. Mhm. Par contre, on en reparlera. Je viens d'acheter, tu vois, un bien immobilier ici. Je suis au taquet, tu vois, Mhm. j'ai besoin, tu vois, de remplir les Bien caisses. sûr. Et bah ok, 4 deals en une semaine, parce Mhm. que je sais que j'ai mis des bouchées doubles. Wow. Donc Mhm. tu peux le faire, tu vois. Maintenant, ce que tu as dit aussi sur Dubaï, ça c'est hyper intéressant. Dubaï, c'est une ville qui est dure, Mhm. vraiment. Et tu ne viens pas ici pour avoir ta vie routinière française et pour avoir les mêmes salaires. Sinon, en vérité, tu es mieux en France qu'à Dubaï avec Exact. cet état d'esprit. Mhm. Faut le dire. Parce qu'ici, tes arrières sont jamais assurées. C'est les montagnes russes pour n'importe quel entrepreneur ici. Moi, toutes les personnes successful que j'ai à côté de moi ont tous eu des gros hauts et des Bien grosses sûr. descentes. Mhm. Le train de vie ici est impitoyable parce que tu viens pas non plus à Dubaï pour avoir ta vie routinière de France sur ton lifestyle. Donc tu vas aussi vouloir profiter, tu vas avoir un réseau social, enfin des gens de ton Mhm. entourage qui vont t'amener forcément à faire des sorties, des restos. La vie ici coûte cher. Donc si tu gagnes pas beaucoup d'argent, entre guillemets, c'est compliqué en fait le mode de vie de Dubaï et même une vie simple en réalité ici, comme tu as dit, des enfants. Tu comptes déjà 10 000 € annuels pour une Annuel, ouais. école. Ça peut monter jusqu'à 20 000, ça peut évidemment être moins, mais est-ce que toi, en tant que Français, tu as envie que ton enfant il aille dans une école à peut-être 3 000 € l'année, Mhm. tu vois, avec des nationalités qui ne seront pas les mêmes, une éducation qui ne sera pas la même? Bien sûr que non, en général. Donc c'est vrai que ton train de vie te coûte cher. On n'a pas d'imposition ici, et Mhm. ça, c'est un énorme avantage dont on reparlera en termes de fiscalité. Mais à côté de ça, ici, tu payes beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ouais, pour résumer, Dubaï, c'est une ville qui est concurrentielle, qui est dure, qui laisse libre cours à ton ambition. Mais pour moi, vraiment, seuls les meilleurs peuvent tenir dans le temps. Exact. Et j'en ai vu beaucoup, Lucas, arriver de Belgique aussi, de Mhm. France. Ils viennent, ils crament leurs économies pendant un an. Ils avaient juste ni le caractère ni l'envie de venir. Et je te donne juste aussi un dernier élément qui a été hyper important pour moi en réalité dans ma réussite, si je peux me permettre de te le dire Mhm. moi-même, Bien sûr, ouais, ouais. sur l'immobilier ici, c'est que je suis arrivé sans plan B. Mhm. Ok, ma femme actuelle donc était déjà là. J'avais pas de choix parce qu'on avait une vision long terme aussi, Lucas, tu vois, en venant. Et je l'ai toujours. Et c'est ce qui a fait que j'ai toujours fait mon travail avec éthique parce que je suis jamais venu en me disant je fais tout le plus vite possible pendant un an, je prends un maximum d'oseille et on verra ce qui se passe. Non, c'était j'ai une vision. Moi, je suis encore là pour 10 ans, 15 ans, Mhm. tu vois. Donc, c'était que pour la première fois, quand tu sors de ta zone de confort et que tu vas dans un autre pays, t'as pas de plan B. C'est pas la France où finalement ton job te plaît pas, t'en retrouves un. T'as à la limite ta famille, si t'es parti, qui peut t'accueillir. T'arrives à Dubaï, pas de plan B. Mais je me rappelle certains amis qui me disaient, qui étaient là depuis longtemps, ok Fabien, mais tu vas te lancer dans l'immobilier. Ok, on croit en toi, il n'y a pas de souci, mais vous êtes quand même déjà des dizaines de milliers. Mhm. Mhm. Qu'est-ce qui se passe si tu n'y arrives pas? Et je me rappelle cette discussion sur la première semaine où je venais de trouver l'agence. J'ai dit, mais en fait, j'ai pas le choix. Je vais y arriver parce que si je n'arrive pas dans l'immobilier, déjà, j'ai envie de rien faire d'autre. Et il n'y a pas grand-chose ici Mhm. qui m'attend. Et donc, tu vois, ces moments de doute que tu peux avoir des fois au début, parce que c'est pas facile tous les jours, l'immobilier, tu attends avant d'avoir tes premières commissions. Et ben finalement, le fait d'être dos au mur, de ne pas avoir de plan B, tu n'as pas le choix. Et quand Mhm. c'est dur, en vrai, tu lâches pas l'affaire. Ouais. Bah Et ça, j'adore ça parce que le fait que tu n'as pas de plan B, par exemple, moi personnellement, quand je me mets un petit peu en mode, voilà, tu prends un gros risque, t'as pas vraiment de plan B, c'est les moments où tu fais des étincelles dans ton business en fait. Parce que tu as tellement la dalle, tu sais que tu dois aller refaire du cash, tu sais que tu dois renflouer les caisses, etc. C'est pour moi les meilleures périodes en fait de ma vie d'entrepreneur depuis que je me suis lancé. Ça a toujours été ce moment-là quand il n'y a pas de plan, quand il y a pas de plan B en fait. Quand j'ai quitté mes études, j'ai pas de diplôme de mon côté. Quand j'ai quitté mes études, c'est là en fait en 2 ans, ben, ça a explosé parce que juste par mon ego en fait, j'ai pas envie de retourner la queue entre les jambes, dire à mes potes ah ben, vous aviez raison, je me suis planté, j'aurais dû continuer mes études. Et en fait à chaque fois, moi ma stratégie que j'ai justement, ça touche l'immobilier. Euh, c'est qu'à chaque fois que j'arrive à, on va dire, accumuler assez d'argent pour acheter un bien, à chaque fois, j'achète, parce que ça va faire, on va dire, diminuer mon cash flow sur mon compte bancaire, même si parfois, il y a certains moments où je fais appel à l'effet de levier, où je vais lever de la dette pour justement ben, pouvoir utiliser le reste du cash flow et investir dans un autre bien. Parfois, je vais acheter cash, mais en gros, c'est que dès que j'ai assez d'argent, j'achète un bien parce que ça me pousse à refaire de l'argent derrière. Que je sais que si, par exemple, je vais rester avec X montant d'argent sur mon compte bancaire, bah, c'est en mode relax, tu sais que bah, tu as le temps de voir venir, tu peux un petit peu attendre. Et du coup, comme là tu viens de le dire, toi tu as fait l'acquisition d'un bien immobilier pour toi ici.
ça te pousse à travailler encore plus dur en fait. Et ça qui est génial avec l'immobilier, c'est qu'à chaque fois, c'est des bons investissements, ça te pousse à travailler plus dur et donc tu crées toi-même en fait un effet boule de neige dans ta propre vie grâce justement à tes investissements qui te poussent encore à travailler plus dur, quoi. Exactement. Et ça, Lucas, tu vois, je pense que c'est une chose que les gens doivent apprendre à vivre. Ce que tu dis là, c'est une mentalité 100% entrepreneuriale. C'est Mhm. pas une mentalité de salarié. Sans rien enlever aux salariés, je l'ai été pendant 15 ans. Mhm. Mais ça, c'est les hauts et les bas de la vie, justement, et c'est d'apprendre à se mettre en difficulté ou d'avoir une difficulté qui te tombe dessus et d'avoir surmonté cette difficulté en réalité, Mhm. de te rendre compte que c'est possible et que tu arrives à te retourner. Et ça, finalement, tu l'apprends que quand tu le vis. Et quand effectivement, tu as fait l'expérience une fois que tu avais de l'argent, tu n'en as plus parce que tu l'as placé ou parce que tu l'as perdu sur un mauvais placement, par exemple, Mhm. tu découvres que tu es capable de le refaire et donc finalement, tu reproduis ce schéma. Et la maison, c'est exactement ce qui s'est passé. Ici, tu as un apport minimum, on va dire, de 25% avec les frais qui vont avec. Donc, tu te doutes bien que j'ai acheté une maison, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table. Donc, une énorme partie de mon capital restant est passée dans cette maison. Mhm. Il y a une époque, il y a encore, tu vois, peut-être 10 ans en arrière, j'aurais jamais fait Mhm. all-in comme ça sur une maison sans avoir des arrières d'assurés, et encore moins dans une ville comme Dubaï qui peut très vite t'essorer. Mais aujourd'hui, j'ai compris, un peu comme toi, Lucas, que c'est un moteur. Et comme je t'ai dit, 2 semaines après avoir signé ma maison, 4 deals ont été faits parce que je sais aussi que j'ai la ressource de le faire. Et ça, c'est aussi important parce que tu vas gagner ta confiance en Ouais. toi en apprenant à découvrir que tu es capable. Et je te prends une anecdote hyper intéressante. Je te parle de ça il y a peut-être 15 ans en arrière. J'avais fait un voyage de plus de 6 mois en Asie. J'avais mis toutes mes économies. C'était mon rêve de jeunesse, on va dire. Mhm. Et le dernier point, c'était de quitter l'Asie pour aller à Las Vegas, parce que je suis un grand passionné du UFC depuis déjà Ok. 15 ans en arrière. Et j'étais allé voir un gala du UFC à l'époque. Et en revenant dans l'avion, vraiment, Lucas, je te mens pas, je rentre avec zéro sur mes comptes. C'est-à-dire toutes mes économies sont passées, je rentre en France chez mon père, j'ai plus rien, je dois repartir à zéro. Et je rencontre à côté de moi dans l'avion un Américain qui me demande un peu ce que je fais, je lui explique la situation, bah écoute, je rentre, je repars à zéro, mais tu vois, il sent un peu l'inquiétude en moi. Et c'est un entrepreneur assez successful, je ne sais plus dans quel domaine, je ne me rappelle plus, mais le mec avait réussi sa vie, tu vois. Et puis les Américains, tu sais, Mhm. toujours assez charismatiques, donneurs de leçons, quand ils ont un peu Mhm. réussi, tu vois, c'était intéressant. Et il me dit, mais c'est super. Je dis, qu'est-ce qui est super? Il me dit, mais ça se voit que t'es pas bête, tu repars à zéro, et il y a une règle que la vie m'a apprise, c'est que quand tu as besoin d'argent, tu trouves toujours un moyen d'en faire. Et tu vois, cette phrase qu'il m'a dit il y a finalement au moins 15 ans en arrière, elle a fait écho en moi, et aujourd'hui, factuellement, il a raison, et quand tu as besoin, tu te débrouilles toujours pour le faire, et donc de se mettre en danger comme tu l'as fait après tes investissements, comme je le fais là et comme j'ai déjà fait, c'est un énorme moteur, et j'encourage les gens aussi à le faire, et surtout à relativiser, tu vois, le bénéfice-risque. Et quand tu réfléchis, parce que tu as parlé de boule de neige Mhm. tout à l'heure, je vais en parler sur finalement les conséquences de ta non-prise de risque. Finalement, c'est plus compliqué que le risque que tu vas prendre à À fond. l'arrivée. Voilà. À fond. Et pour rebondir sur un truc que tu disais au début du podcast, quand toi tu arrives à Dubaï la première fois, je pense que ça fait le même électrochoc chez tout le monde en fait. Mhm. Moi, quand je suis arrivé ici, et justement ça va permettre de faire une belle transition sur vraiment l'immobilier dans le dur du sujet. Quand je suis arrivé ici, moi je suis arrivé ici, je venais d'avoir 19 ans, c'était mon tout premier voyage en solitaire en fait, et je connaissais rien à Dubaï. Vraiment, le seul truc que je connaissais à Dubaï, c'est que c'était un peu une nouvelle ville. Je voyais cette grande tour là qui est le Burj Khalifa, mais à part ça, je connaissais absolument rien. Je me dis, je vais aller voir comment c'est là-bas. J'avais envie un peu de, comme si d'explorer le monde en fait par moi-même. Je commence à gagner, voilà, mes premiers sous, etc. par moi-même avec mon business en ligne. Donc j'arrive à Dubaï la première fois, et là c'était ça change tout quoi, game changer. Je me rappelle, j'étais en face des fontaines là près du Burj Khalifa, les frissons, tu vois les fontaines et tout, tu vois pas ça en Europe quoi, Mhm. c'est immense. Et là je me souviens que je m'étais dit, voilà, là j'ai trop envie d'aller vivre à Dubaï, j'ai trop envie de me prendre un appartement, one bedroom, etc. Mais j'avais jamais investi dans l'immobilier, je connaissais rien à l'immobilier, dans ma tête je voulais même pas acheter, je voulais louer. Finalement je suis rentré en Belgique, je suis revenu 4 fois dans l'année tellement j'avais aimé Dubaï, mais sans jamais me dire de m'installer, etc. Je pense que j'étais encore assez jeune, des blocages où tu te dis, tu as commencé à faire tes affaires en Belgique, bah, tu dois les finir en Belgique aussi, quoi. Et finalement, j'ai pris la décision de vraiment venir vivre ici et d'investir. Et c'est là où tu te rends compte, où moi je me suis rendu compte, en fait, le monde de différence qu'il y a déjà entre Dubaï et l'Europe, c'est indéniable, mais surtout au niveau de l'investissement dans l'immobilier, c'est deux mondes de différence, quoi. Mhm. C'est-à-dire que quand tu achètes un bien ici, en fait, en 2 3 semaines max, c'est fait. Les offres, elles vont tellement vite que tu dois pas réfléchir pendant 3 semaines, sinon il y a quelqu'un d'autre qui te passe devant toi. Et du coup, j'aimerais bien savoir, toi, c'est quoi vraiment, je vais dire, la grosse différence que tu vois entre le marché européen dans l'immobilier et le marché ici à Dubaï au jour le jour, quoi.
Alors effectivement, tu me l'as posé tout à l'heure et finalement j'ai fait une transition sur autre chose. Tu as raison, le marché ici, il y a un mot, c'est dynamique. Le marché ici a une dynamique qui est absolument incroyable. Je te prends une anecdote, j'ai un client sur le marché secondaire pour te donner une idée qui arrive. Je lui avais déjà vendu un appartement, donc on était en toute confiance. Ça explique le processus plus rapide. Il arrive un dimanche sans savoir ce qu'il va acheter. Il est reparti le jeudi avec un appartement signé avec les clés en main. Et je te dis jeudi, je crois que même c'était un mercredi. Incroyable, ouais. D'accord. Visite, euh, tout le process, le paiement, la visite, absolument tout a été fait. La principale différence ici, c'est que déjà, on reviendra dessus un peu après, mais tu as 60% des transactions en 2025, grosso modo, donc 60% des transactions sur le marché off-plan, donc les biens en Ah ouais, construction, ok. 40% sur le déjà prêt. Un achat sur le marché off-plan, Lucas, tu envoies ton mail, ton téléphone, ton adresse, un passeport, de l'argent pour faire un booking et un montant pas forcément énorme quand c'est un booking, tu es déjà engagé dans un processus d'achat. Donc ça veut dire que en réalité, montre en main, tu peux te décider d'acheter un appartement en 10 minutes. 10 minutes, ouais. Tu vois. Et je suis gentil. Mhm. Par contre, évidemment, derrière, tu as quelques étapes, mais en réalité, tu envoies tes premiers pourcents de paiement, tu signes ton SPA dans la foulée, tu peux avoir un contrat de vente d'appartement signé, d'aller une semaine. Ouais, bah, ça va plus vite que d'acheter une voiture, hein, d'acheter en off-plan, même en resale, ça va plus vite aussi. Nous, on l'a vu avec le bien que j'ai acheté. Mhm. Ça a été ultra vite, quoi. Et encore, ça a pris un peu de temps parce que le vendeur avait un mortgage, donc il avait un crédit qu'il fallait solder, une partie à la banque, une partie chez lui, mais ça a été ultra vite, quoi. Donc du coup, toi, c'est quoi? C'est vraiment la rapidité, la vitesse que tu vois vraiment entre l'Europe et Dubaï ou... Alors, il y a une donnée importante. Donc, la rapidité, oui. La seule chose pour le marché secondaire qui fait qu'on peut attendre si les fonds sont prêts, évidemment, c'est l'autorisation de vente du promoteur. C'est la sécurité quand même, parce Ouais. qu'il faut aussi, tu vois, rassurer les gens. Tu achètes rapidement, mais tu n'achètes pas n'importe quoi. C'est encadré légalement. Tu as la Dubai Land Mhm. Department, donc tout est sécurisé. On ne rentre pas trop dans les détails, mais même un achat sur le marché secondaire, nous, on a juste besoin d'un délai pour obtenir l'accord de vente du promoteur, sécuriser acheteur-vendeur, et on fait Ouais. l'opération. On peut le faire en 15 jours, grosso modo. Ok. Euh, Par rapport à ce que tu me disais, donc tu as cette dynamique de marché, mais en fait, c'est un rapport de force qui est différent sur le marché immobilier de Dubaï. Quand je faisais de l'immobilier en France, tu peux travailler sur un client pendant 3 mois, 4 mois, le bien est toujours sur le marché, ça va pas très vite, les gens ont le temps d'attendre. Mhm. Ton process chez le notaire, ça va être 3 mois entre ta signature chez le notaire et l'acquisition du bien, ou en tout cas, on va dire, Ouais. pardon, la promesse de vente et la signature officielle. Donc, Mhm. tout est très long et tu as le temps. À Dubaï, tu n'as pas le temps pour une seule raison. Quand tu achètes en Belgique ou en France, je te donne un chiffre comme ça, mais tu as peut-être 95% des acheteurs en Belgique ou en France qui sont français ou belges. Exact. Sauf certaines régions de France, évidemment, le sud, Paris et autres. Mais tu as un marché local. Mhm. Ici, à Dubaï, il faut comprendre une chose. La logique française ou belge, elle n'a plus de valeur ici, c'est un marché international. On est déjà 90% d'expatriés en réalité à Dubaï. Mhm. Les investisseurs, j'ai une donnée, c'est... euh, en gros, tu as à peu près 50% de résidents, 50% de non-résidents sur les investissements. Ok. Ok. Ouais. Donc, un acheteur sur deux n'est pas résident. Attention, ici, résident, ça ne veut pas dire une personne qui vit à l'année Ça ici. veut pas dire local, ouais. Voilà, donc tu peux, à mon avis, déjà facilement rajouter 20-25%, puisqu'une Mhm. personne qui investit, elle a son visa d'investisseur, elle est considérée, tu vois, Ouais. comme un résident. Donc en réalité, tu te bats contre le monde entier. Et ça, c'est ce que beaucoup de Français ne comprennent pas. Le promoteur ne t'attend pas. Mhm. Lui, tu ne prends pas l'unité, quelqu'un d'autre va la prendre. Et le marché, il est favorable aux promoteurs aujourd'hui. Et même, ils en ont abusé. C'est-à-dire que même la relation client est mauvaise. L'expérience client n'est pas agréable parce qu'aujourd'hui, tu es un acheteur français, tu as envie qu'on prenne soin de toi. Exactement. Le développeur, il n'a pas le temps, il s'en fiche. Et nous, ce qu'on attend en tant que francophone, c'est pas les attentes des autres Ouais. nationalités. Ça, c'est incroyable hein, parce que moi j'ai vraiment vu deux cas de figure différents. Donc j'ai vu en fait l'accompagnement, donc l'achat en fait avec toi ici à Dubaï. Comme on avait discuté, je regardais aussi à Abu Dhabi, on en parlera après. Et en fait à Abu Dhabi, je suis tombé par exemple sur un agent qui est top, un agent qui est russe, mais en fait tu vois que en fait il deal avec des Russes qui achètent des étages complets de 10, 15, 20 appartements. Tu as un petit Belge qui arrive et qui veut même poser un demi-million d'euros. Mais franchement, c'est pas qu'ils en ont rien à faire, mais c'est en mode voilà, ça c'est le prix. C'est oui ou c'est non, mais si c'est non, bah, tant pis, même me casse pas les pieds, quoi, tu vois. Que nous, c'est vrai qu'en Belgique, en France, on a toujours l'envie, c'est dans notre mentalité, d'être bien accompagné, etc. C'est ce qu'on retrouve justement avec toi. Mais tu travailles avec d'autres agents, ça prend 2 minutes, quoi, tu vois. Mais c'est pas, tu commences pas à poser des questions, etc. C'est vraiment totalement différent. La dynamique
quand tu veux acheter ici par rapport à l'Europe où tu prends ton temps, etc. Et d'ailleurs, on a commencé à parler de ça, off-plan, resale. Alors moi, l'off-plan à Dubaï, je le connais pas trop, même si j'ai regardé. Moi, j'ai toujours été plus partisan d'acheter en fait des biens qui existent déjà pour faire en fait travailler ton argent tout de suite. C'est-à-dire que si tu achètes en off-plan et que ton appart il va être prêt dans 3 ans, ça veut dire que tu immobilises du cash entre guillemets pendant 3 ans et il travaille pas. Même s'il peut travailler indirectement, mais sur le moment il travaille pas. Que si tu achètes un appartement qui est prêt, tu peux le mettre en location tout de suite et il te rapporte du cash. Du coup, toi, c'est quoi ton avis? Je vais poser une question très bateau. Est-ce que c'est mieux l'off-plan ou est-ce que c'est mieux le resale? Alors, cette question-là, je l'ai quasiment tous les jours. Euh, et ça, c'est aussi un moyen, à un moment donné, d'identifier un bon agent. C'est celui qui ne va pas te répondre à cette question, mais qui va juste s'intéresser à ton profil, à toi d'investisseur, parce que tout n'est que question de ça, Lucas. Quel profil d'investisseur tu es? Donc déjà, naturellement, il y a un tri sélectif qui va se faire. Aujourd'hui, acheter sur du marché secondaire demande, et on va revenir un peu sur les détails après, mais un apport de toute façon plus important que sur le marché off-plan. Si tu n'as pas l'apport disponible, dans tous les cas, oublie le off-plan. On peut en parler pour le plaisir, mais tu ne peux pas aller dessus. Donc ça ne sert à rien. Par contre, le off-plan aura, on va dire, avec des tickets d'entrée plus bas, des possibilités pour un investisseur. Maintenant, au-delà des moyens, parce que si par exemple tu as le budget pour acheter off-plan ou quelque chose de déjà prêt, alors effectivement la question peut se poser. Mais là encore, c'est finalement quelle est ta vision à toi et qu'est-ce que tu veux faire. Pour te donner, je ne vais pas faire un comparable l'un versus l'autre, je vais faire plus simple, je vais te donner les avantages en réalité du off-plan et les avantages du marché secondaire, ou du moins les spécificités. Pour juste bien reprendre, que ce soit clair, parce que certains ne peuvent pas forcément être très familiers, off-plan, c'est un bien en construction. Achat direct avec un promoteur qui te livrera ton projet en moyenne sous 3 ans. Marché secondaire, c'est un bien déjà prêt, tu peux aller le visiter, tu l'achètes, il est prêt. L'avantage du off-plan, le tout premier, ce qui fait que les gens se positionnent dessus, c'est la possibilité d'un plan de paiement. Tu payes directement le promoteur, d'où la facilité d'achat. Lui te propose finalement un échéancier de paiement. Il ne va pas te demander la totalité, il va te demander, suivant un plan de paiement défini, de payer soit entre le moment où tu te positionnes jusqu'à la livraison, ou dans certains cas, tu pourras même étaler ton paiement une partie après la livraison. Je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder. Attention à ce qu'on appelle ces plans de paiement après remise des clés, les post-handover payment plans, qui peuvent être un peu traites quand tu regardes un peu plus dans les détails. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais attention à ces investissements. Donc, en tout cas, tu as la possibilité d'avoir un financement via le promoteur, juste un échéancier à taux zéro. D'accord ? Tu n'as aucune démarche à faire, tu as juste à suivre ton plan de paiement. Donc, c'est hyper simple, Lucas. On va dire que tu as 100 000 euros de disponible, tu veux te positionner sur un projet, tu sais que tu peux tenir le financement sur les 3 ans, c'est parfait. Pour donner un schéma et essayer de simplifier, en général, c'est 20% au moment de l'acquisition, à peu près 40% pendant la construction étalée, on va dire trimestriellement ou semestriellement, et une échéance finale qui peut être 30, 40%, ça dépend après évidemment en fonction des promoteurs et des projets. Ok, donc premier avantage du off-plan, une facilité de paiement et une facilité d'achat. Il y a une donnée qui historiquement a fait que le marché off-plan a très bien fonctionné, c'était les perspectives de plus-value. Aujourd'hui, pour donner une stat, depuis les 5 dernières années, la moyenne d'augmentation annuelle de prix est de 15% par an depuis 5 ans. Donc c'est là sur l'immobilier de manière générale. Exactement. Ok. Mais évidemment, le off-plan a vraiment tiré son épingle du jeu, tout autant que le marché secondaire, voire même plus à un certain moment. Il y en a donc, on le voit, qui ont acheté beaucoup d'off-plan pour juste faire du flipping en fait. Ils achètent, ils mettent les 20% d'apport, ils payent leur mensualité et au moment du handover, ils revendent avec justement un premium, donc une plus-value sur ce qu'ils ont acheté. Et tu en as beaucoup qui achètent comme ça par des étages complets et qui derrière, ils font tourner leur argent de cette manière-là. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que tu disais effectivement, ok, tu n'as pas de rentrée locative tout de suite, mais ton argent travaille. C'est pour ça que tu l'as sous-entendu dans ta question. Parce que ton argent, attention, si je prends les dernières années, aujourd'hui la réalité n'est plus la même, les prix ont augmenté, il faut faire attention et jamais il faut faire de belles promesses sur ça. Parce que je te le dis en toute humilité, Lucas, moi si tu m'avais dit encore en début d'année que ça continuerait à augmenter, ou si tu m'avais dit début 2024 qu'on en arriverait à là début 2024, je te l'aurais même pas prévu parce que ça ne s'arrête pas et on ne sait pas jusqu'à quand. C'est hallucinant, ouais. C'est fou, hein. T'imagines 15% par an depuis 5 ans en moyenne. Que ce soit la valeur des biens
en resale, donc les biens qui existent déjà ou off-plan, mais aussi les locations, on pourra en reparler après. Ouais, Mais je te donnerai de la data sur ça ça. ne fait qu'augmenter, c'est incroyable. C'est délirant. De toute façon, les deux sont corrélés, Ouais, évidemment. bien sûr. Mais donc voilà, ton avantage du off-plan, c'est donc ton plan de paiement, une Mhm. perspective de plus-value. Et je vais l'expliquer très rapidement pour pas que ce soit trop confus non plus. Mais le vrai avantage, c'est comme je t'ai expliqué, tu as une échéance finale à payer. D'accord? Sauf qu'à Dubaï, tu peux revendre ton bien avant la livraison. Mhm. Donc, imagine que tu as un plan de paiement 50-50. Ça veut dire que tu as 50% à payer jusqu'à la livraison et 50% à payer à la livraison. Mettons que ton bien arrivé à la livraison, il est pris 30% de valeur. Tu vas finalement le revendre à la livraison sans financer ta dernière échéance que tu peux faire reprendre par le nouvel acquéreur. Exact. Donc tu vas avoir fait un levier de 30% de retour sur investissement sur la valeur totale du bien en n'ayant investi que 50%. Et c'est pour ça que moi régulièrement, quand je fais des calculs, quand je revends des appartements de retour sur investissement, j'arrive à des 30-40% de retour sur investissement et même sur des petites unités pas très chères. Donc tu vois, cet effet-là, il est hyper intéressant, mais attention, encore une fois, le marché ne fait que d'augmenter. Ouais. Aujourd'hui, quand tu achètes au prix d'aujourd'hui qui est haut, est-ce que ta perspective de 15% par an tient toujours? Je pense qu'il faut faire attention. Ouais. Et je rebondis juste sur un truc par rapport au off-plan. Comme je te disais, moi, Dubaï, je ne me suis pas trop intéressé, même si je comprends la logique, etc. C'est vrai que si tu te positionnes sur des biens qui ont une superposition chez des beaux promoteurs, etc., tu vas aller faire tes 20-30% de plus-value normalement assez facilement. Maintenant, est-ce que c'est déjà arrivé des cas de figure où il y a des off-plans qui ont l'air géniaux sur papier et finalement, au moment de la livraison, en fait, il n'y a pas beaucoup, d'unités qui ont été vendues et au finalement, où les investisseurs se sont cassés la gueule. Est-ce que tu as déjà vu ça aussi, toi, ici sur Dubaï? Alors, c'est là où il faut dissocier quand tu as cette stratégie des biens qui seront premium avec des énormes valeurs. Je te prends Emaar Beachfront qu'on va situer à peu près entre La Palme et la Mhm. Marina. Les gens, ils ont fait 100%, ils ont doublé leur investissement. Tu en as même qui ont triplé leurs investissements sur 5 ans parce Sur qu'ils 5 ont eu ans, des. ouais. Voilà. Maintenant, c'est sûr que quand tu achètes un studio à JVC ou quand tu achètes un bien premium à La Palme, oui, tes perspectives ne sont pas les mêmes. Des gens qui ont vraiment perdu de l'argent aujourd'hui ou qui ont fait des vrais mauvais investissements, il n'y en a pas encore énormément parce que c'est quand même Ok. très compliqué d'avoir acheté il y a 3 ans sur un marché qui fait plus 15 tous les ans Ouais. et d'arriver à perdre de l'argent. Donc ceux qui perdent aujourd'hui de l'argent sur ces investissements d'avant, c'est ceux qui revendent trop tôt parce qu'ils n'ont plus les moyens de tenir leur plan Mhm. de paiement. Donc eux sont obligés de revendre un peu en catastrophe et du coup un investisseur qui rentre en cours de projet, il va rattraper tu vois, les échéances mais il va pas non plus payer une grosse plus-value. Mhm. Maintenant aujourd'hui factuellement, si tu as acheté on va dire il y a 3 ans en arrière, ton projet est livré aujourd'hui, faut vraiment que tu aies misé sur un très mauvais promoteur et Mhm. sur vraiment une mauvaise unité, que tu as été très mal accompagné pour perdre de l'argent. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, avec les prix qui ont augmenté, dans 3 ans, si on n'a pas la hausse, certains qui achètent des mauvais projets aujourd'hui pourront peut-être s'en mordre Mhm. les doigts. Mhm. Donc ça, en tout cas, voilà, c'est pas automatique, mais difficile en tout cas aujourd'hui Ok. d'avoir vraiment perdu de Ouais. l'argent quand Avec tu la as dynamique acheté. du marché qui a fort augmenté ces dernières années, quoi. Exactement. Ok. Et du coup, et maintenant les avantages du resale pour toi, c'est quoi alors? Alors, juste pour synthétiser sur le off-plan, donc on a dit plan de paiement, Ouais. ok, c'est le premier avantage, la perspective de plus-value et la facilité d'achat qui est quand même importante Mhm. aussi parce que des gens n'ont pas forcément envie de s'orienter sur la revente parce qu'il y a des contrats, il y a des envois d'argent différents, c'est plus confus. Donc le off-plan te tranquillise sur ça. Mhm. Le marché secondaire, on va faire très simple. Déjà, pour beaucoup, c'est le plaisir et le côté rassurant d'avoir un bien déjà livré. Tu vas, tu visites, tu sais ce que tu achètes Mhm. et tu n'as pas la surprise. Parce que des projets où la brochure est magnifique et à l'arrivée, c'est pas top, on en a beaucoup. Alors à l'inverse, des fois, on a des brochures et le résultat, il est encore plus beau que ce qu'on espérait. Ça va dans les deux Mhm. sens. Mais, et je sais que toi, Lucas, si je ne me trompe pas, c'était un de tes critères importants aussi sur ton premier achat. Tu vois, tu achètes dans une ville qui est nouvelle. Mhm. Pour toi, dans tes investissements, tu as envie de voir ce que tu achètes en réalité. Ça, je Exact. le respecte et je le comprends. Donc, un, tu vois ce que tu achètes, c'est palpable. Deux, la data à Dubaï est publique. Donc ça, pour toutes les personnes qui veulent investir aujourd'hui à Dubaï, tu vas sur DXB Interact, tu as toute la data et c'est un support que je t'ai montré pour Mhm. travailler en toute transparence. Cette data-là, elle ne s'applique pas vraiment sur le marché off-plan parce que tu peux regarder les valeurs à l'instant T, Mhm. mais tu ne connaîtras pas les valeurs dans 3 ans. Par contre, sur le marché secondaire, moi je suis capable, et on l'a fait Lucas, voilà ce que tu vas acheter, voilà le prix de toutes les unités vendues dans la tour, voilà les valeurs locatives, voilà ton calcul de rentabilité. Même un acheteur non initié avec cet outil-là, il fait son calcul, il sait si l'agent lui ment ou lui donne des vrais chiffres. Et ça, c'était important pour toi. Et moi, je ne suis pas à vous donner des calculs sans vous les montrer.
Parce que moi, c'est ma sécurité aussi à moi, Lucas. Quand je te fais investir sur un projet, c'est ma tranquillité. Je dors bien le soir, je t'ai donné des vraies informations et tu sais exactement ce que tu vas avoir. Et tu en parleras aussi, mais on est à la hauteur de ce qui a été promis. Tu as un taux d'occupation aujourd'hui, parce que tu fais du court terme, mais on verra peut-être les différences plus tard, de 97% de taux d'occupation. La tour est conforme. On a acheté à un très bon prix. Tu l'as vu factuellement par rapport aux autres transactions. Donc ça, c'est un énorme avantage du marché secondaire. C'est du sans surprise. Et quand je vends sur le marché secondaire, ma responsabilité d'agent et la confiance qu'on m'apporte, elle est factuellement, tu ne peux pas revenir sur ce que je t'ai vendu à l'instant T. Je t'ai vendu un produit conforme au marché et je sais que je t'ai vendu moins cher que le marché généralement, parce que c'est ce que j'essaye de faire. Sur l'off-plan, si les prix ont baissé dans 3 ans, moi je t'aurais donné les infos factuelles d'aujourd'hui, mais tu pourras me dire, oui mais Fabien, le marché a baissé, on aurait peut-être pu... J'en sais rien, je ne peux pas le savoir. Tu n'as pas de boule de cristal et de toute façon aucun agent immobilier a la boule de cristal pour voir comment ça va se passer dans le futur. Mais c'est clair qu'à côté de ça, on l'a vu d'ailleurs à deux, on a vu des agents immobiliers qui te font des fausses promesses. On en a vu quand on a fait des visites sur d'autres biens, etc. Exactement. Et en fait, tu le sens tout de suite qu'il y a un peu c'est un peu attrape-nigo derrière, quoi. Donc je pense qu'il faut voir ça de manière neutre et comme tu dis, le plus important c'est pas de se dire est-ce que j'achète sur off-plan ou resale ou dans telle zone, etc. C'est toi, qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent en fait, comment tu veux le faire tourner, est-ce que tu veux profiter du bien, est-ce que tu veux vivre dedans, est-ce que non tu veux le faire tourner en court terme, est-ce que tu veux la plus grosse renta ou est-ce que tu veux justement un bien dans une zone premium et justement diminuer ta renta. Je crois que c'est toutes des choses comme ça qu'il faut se poser comme question avant de se dire je vais aller faire de l'argent à Dubaï dans l'immobilier, quoi. Exactement. Et c'est là où, quoi qu'il arrive, Lucas, ça revient à un bon accompagnement. Je pense que c'est comme, tu vois, par exemple, tu proposes des formations sur le e-commerce. Ok, ta formation est de qualité, certainement plus que beaucoup d'autres. La personne qui va démarrer une formation de e-commerce avec un mentor de mauvaise qualité, il ne sera pas successful sur son business, il ne va pas générer d'argent, ses pubs ne seront pas bonnes, son e-commerce ne va pas marcher, il n'aura pas choisi le bon produit. Ça ne veut pas dire que le e-commerce n'est pas bon, ça veut juste dire qu'il a été mal accompagné. C'est exactement pareil à Dubaï. Celui qui a perdu de l'argent aujourd'hui sur le marché de Dubaï en ayant acheté, par exemple, sur les 3 dernières années, il a été mal accompagné. Et il faut aussi remettre la responsabilité, parce que ça c'est important, Lucas, tu vois, remettre la responsabilité sur un acquéreur qui aujourd'hui a un devoir de responsabilité de son investissement. Et c'est là où moi, je donne ces infos et je pense que tous les agents devraient le faire. Ouais. Mais tu vois, Lucas, et c'est ce que je t'ai dit au début du podcast, tu as eu ce travail de recherche, tu m'as posé des questions, tu as vérifié les informations, parce qu'aujourd'hui on se connaît, on est en toute confiance, on se parle de manière libre, mais cette confiance-là, entre guillemets, je l'ai gagnée parce que derrière, tu as vérifié. Et tu vois, j'ai fait une vidéo la dernière fois pour l'agence et je finis en disant la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est normal. Tu investis 500 000 euros, 1 million d'euros, et même si c'est 150 000 euros, ça peut être les économies d'une vie pour quelqu'un, tu dois vérifier et pas croire un agent qui te 100%. donne des chiffres qui n'ont pas de valeur. Pour moi, les torts sont partagés. Ouais. J'en veux beaucoup aux agents qui aujourd'hui font du mal au marché avec des belles promesses, mais on ne peut pas occulter que c'est aussi une responsabilité individuelle. Et quand je vois certaines pubs passer, quand je vois certains agents qu'on a rencontrés, je me dis mais comment certains peuvent tomber dans le panneau, ça me paraît fou. Ouais, ces agents-là, comme on disait, on peut revenir dans 2 ans, la plupart ils ne seront pas là en fait. Ils ne seront plus là. Voilà. C'est parce que c'est comme sur un marché à Dubaï où les gens qui viennent, ils ont comme un minimum d'argent à investir. Je ne vais pas dire que ceux qui ont de l'argent, c'est pas qu'ils sont plus intelligents que les autres parce que il n'y a aucun lien entre les deux. Mais quand tu as de l'argent, ça veut dire que tu fais attention dans quoi tu investis. Tu n'achètes pas une canette de coca, tu achètes un appart, tu fais quand même attention, etc. Donc ces agents-là, en fait, ils se tirent une balle dans le pied en faisant des fausses promesses. Il y en a certainement qui doivent tomber dans le panneau, mais je pense qu'il y a quand même une certaine maturité ici sur le marché, des gens qui se rendent compte quand même qu'il y a des trucs trop beaux pour être vrais, quoi. Ça, Lucas, j'avais énormément tendance à penser comme toi. Mais il faut relativiser ça et je me suis rendu compte que pas forcément. Parce que finalement, celui qui n'a pas forcément énormément d'économies, il a travaillé des fois beaucoup plus dur pour avoir ses petites économies que le mec qui a un business qui marche très bien. Et on est entouré de gens ici qui gagnent beaucoup d'argent très facilement. Et moi, je crois qu'il y a vraiment une corrélation entre l'effort que tu as fait pour gagner ton argent et la façon dont tu l'investis. Le mec qui a gagné beaucoup d'argent très vite peut en réalité être celui qui fait les plus mauvais deals parce que comme il le fait facilement et qu'il sait qu'il peut en faire facilement, il va acheter des fois plus vite sur un coup de tête et il va se faire aussi des fois beaucoup plus arnaquer que celui qui a que 150 000 euros de côté et qui va finalement faire beaucoup plus attention. Et l'éducation financière, parce que je pense, et je l'ai vu dans ta chaîne, tu l'abordes aussi, justement avec les investissements, l'éducation financière qui est pour moi un vrai problème en France, en Belgique et j'imagine beaucoup dans l'Europe, et on la voit ici, des gens qui ont beaucoup d'argent parce qu'ils ont une société, machin et tout, mais qui n'ont aucune éducation financière et donc qui font des très mauvais investissements. Il y en a énormément, Lucas.
Et ça, moi, je l'ai découvert vraiment beaucoup ici. Et encore une fois, comme tu n'as pas de barrière à l'entrée, parce que tu peux acheter très vite n'importe quoi, bah, la personne qui a un peu d'argent et qui est un peu impulsive, et c'est Mhm. important aussi, parce que ça, c'est aussi une réflexion que je me suis faite, l'impulsivité peut te faire réussir très vite. Mhm. Parce que tu vas pas attendre. Tu vas sentir un truc, vas-y, t'y vas. Donc au même titre que ça peut te faire gagner beaucoup d'argent très vite, ça peut t'en faire perdre très vite parce que sur un coup de tête, tu achètes n'importe quoi derrière. Mhm. Mais donc, moi, je pondère ça parce que effectivement, une personne qui a de l'argent et une bonne éducation financière fera toujours des bons placements, mais une personne qui a de l'argent et peu d'éducation financière, comme ça arrive Ouais. souvent, peut faire des beaucoup plus grosses catastrophes en réalité. Mhm. Mhm. Et au niveau des promoteurs maintenant, donc que ce soit off-plan ou resale, je pense que c'est important en fait d'expliquer aux gens qui nous regardent maintenant quels sont en fait les bons promoteurs aujourd'hui sur Dubaï, parce qu'on en a de plus en plus. Il y en a qui voient le jour, je ne vais pas dire pratiquement tous les jours, mais tous les mois des nouveaux promoteurs où ils promettent vraiment des beaux appartements. Et parfois c'est le cas en fait. On va voir les appartements, on en a vu, je pense notamment à Upside par exemple. On avait été voir le projet. Beau projet qui est beau. Je crois que c'était un promoteur qui a, voilà, c'est pas Emar, c'est pas Shoba, etc. Mais on était agréablement surpris de voir voilà, la réalisation, en tout cas la concrétisation de la fin des travaux, etc. Toi aujourd'hui, ce serait quoi, je dirais, allez, si on devait dire ton top 5 des promoteurs ici sur Dubaï? Alors, il y a une chose déjà hyper importante et tu le vois souvent dans les podcasts immobiliers, les gens ne donnent jamais des noms parce qu'aujourd'hui tu n'as pas le droit à Dubaï de donner les noms. Ah ok, Donc si je pourrais, entre guillemets, hein, ça n'arrivera ouais, pas, mais légalement être redevable de sanctions si je commence à dénoncer des promoteurs. d'accord, ok. Donc je tiens à le dire parce que des fois ça peut sembler être de la langue de bois, mais en off je peux te le dire, mais je peux pas, tu vois, publiquement D'accord, commencer à ok. détruire un promoteur. Donc c'est pour ça que tu entends rarement les gens le dire. Maintenant un bon agent, quand tu l'as en off, il est capable de te dire. Ouais, ouais. Je vais te répondre selon moi sur les promoteurs, mais la première chose importante, de toute façon, elle est simple, c'est euh, tu fais un choix. Est-ce que tu vas sur un promoteur qui a déjà livré ou pas? Attention, un promoteur qui n'a pas livré n'est pas forcément mauvais, parce que c'est aussi sa vitrine, son premier projet, donc ça peut être très bien. Mais par contre, il te faut des garanties de Mhm. qui est derrière, qui sont les partenaires commerciaux éventuellement, qui peuvent être les sous-traitants, même si c'est dur à savoir, mais tu peux quand même faire, on va Ouais. dire, un travail de recherche. Maintenant, c'est simple, si tu veux pas prendre de risques, tu vas sur des promoteurs aujourd'hui qui sont établis ou qui sont en lien avec le gouvernement, et je t'en parlerai après. Mais pour moi, c'est ça la première chose à faire. On a regardé, je peux le citer, des projets du promoteur Imtiaz. Mhm. Tu vois, juste comme ça pour découvrir un peu les opportunités sur des prix plus bas. Bon, bah, tu vas visiter une tour Imtiaz, tu regardes le rapport qualité-prix, il n'y a aucun problème, tu peux y aller les yeux fermés. À fond, Et ouais. pourtant, c'est un promoteur qui a moins de 5 ans, je crois, d'expérience sur Dubaï, Ouais. qu'on ne voit pas comme Emar ou Damac dans toute la ville. Mhm. Et pourtant, factuellement, le rapport qualité-prix est excellent Ouais. et c'est des super projets. À l'inverse, tu as des promoteurs, je ne peux pas citer de nom, mais qui sont beaucoup plus établis sur Dubaï et qui ont Mhm. des qualités qui sont beaucoup moins bonnes en réalité qu'un Imtiaz et qui sont beaucoup plus chères. Donc aujourd'hui, répondre à meilleur promoteur, c'est très dur parce que pour moi, il y a beaucoup de données qu'il faut prendre en compte. Je pourrais te dire les meilleurs promoteurs parce que, ok, factuellement les meilleurs, mais aussi leurs prix sont 4 fois plus chers que Ouais. les autres. Donc, faut un équilibre. Maintenant, pour te donner des promoteurs aujourd'hui, tu as pour moi Emar. Aujourd'hui, Emar, c'est une institution. Emar, très important, c'est un master développeur. Dubaï Hill CE, Dubaï Creek CE, Downtown CE. À un moment donné, tous les projets d'Emar sont des réussites. Les communautés de villas, Arabian Ranches, ainsi de suite. Mhm. Tous les projets sont des réussites. Emar n'a pas un flop. Et c'est ce que je t'ai dit. C'est un argument que je t'ai donné. Alors, peut-être que quelqu'un va me sortir un projet, mais je vois même pas ce qu'on pourrait me dire sur le fait qu'Emar a un projet raté. Tu investis sur Emar, comment tu veux te tromper? C'est aujourd'hui le promoteur, en réalité, numéro un aux yeux de tout le monde. Un investisseur qui vient à Dubaï, bah, il fait exactement ce que tu m'as dit au début. Il va aux fontaines, il va au Dubaï Mall. Dubaï Mall, c'est Emar aussi. Donc à un moment donné, tu es devant les fontaines du Dubaï Mall, tu regardes autour de toi, tu n'as que des tours Emar, c'est magnifique, c'est beau, les valeurs sont bonnes, la qualité, c'est pas la meilleure du monde, peu importe. C'est une sécurité Mhm. d'investissement. Donc Emar, moi, à titre perso, c'est mon numéro un. Mhm. Pourquoi Emar c'est pas le plus mis en avant par les agents? C'est parce que les commissions sont plus basses chez Emar et que les unités sont dures à avoir sur le marché off-plan. Mhm. Donc aujourd'hui, quand tu es payé 2 fois moins chez ce promoteur au Ouais. niveau de la commission, tes agents, tu n'as pas envie de le pousser. Mais moi qui travaille sur le marché secondaire, Lucas, j'adore. Si je pouvais vendre que du Emar, je ne vendrais que du Emar. Ouais, t'as une satisfaction clientèle derrière qui est super contente. Nous, on l'a vu aussi avec moi. L'acquisition justement chez Emar, bah,
tu sais que t'achètes vraiment tu peux acheter les yeux fermés, ton argent il est bien placé, ton bien il va continuer à prendre de la valeur et surtout les installations, les finitions. Moi je trouve que les constructions sont très bien. Certes, tu peux toujours avoir plus luxueux, mais c'est franchement par rapport à d'autres promoteurs, je vais pas citer de nom ici, mais c'est le jour et la nuit par rapport à d'autres où on aurait l'impression que ce serait pratiquement du kiff-kiff, quoi. Exact. Donc Aymar, c'est vraiment, moi j'étais agréablement surpris pour le coup parce que j'étais jamais resté dormir dans une tour Aymar. Et juste pour la petite anecdote, une fois j'étais resté pendant presque 2 mois ici à Dubaï, j'avais loué à la Marina, c'était pas une tour Aymar, c'était une autre tour. Et en fait, j'ai passé les 2 mois, les 2 pires mois au niveau du sommeil de ma vie, quoi. J'avais mon Apple Watch, mais je regarde toujours mes cercles, ils étaient rouges et oranges toutes les nuits, tellement en fait, t'entends le bruit. Et marre, je suis à Downtown, t'as les travaux qui sont juste autour de moi, j'entends que dalle pendant la nuit, quoi. Et ça, c'est vraiment gage de qualité. Et c'est là où tu te dis, ouais, les constructions qu'ils font, ok, ça coûte un peu plus cher à l'achat, mais tu peux dormir sur ton bien pendant 15-20 ans, t'es ultra tranquille, quoi. Ouais, et en fait, avant tout, Emar, t'achètes une localisation. Alors après, on va être très honnête, Lucas. Toi, tu as un projet qui a été livré il y a moins de 4 ans. Tu as une des dernières tours en réalité de Downtown. Donc tu as aussi des finitions supérieures à des tours Emar d'il y a 15 ans, par exemple. Mais toujours est-il que ton argent est en sécurité quand tu as acheté du Emar. Donc, petite parenthèse aussi, ton expérience avec Emar est agréable. Vente facile, autorisation de vente du promoteur facile, tu as une application Emar aujourd'hui, tu as besoin de quoi que ce soit, tu vas sur ton application, tu peux tout faire. Ça aussi, c'est agréable. Une maintenance de qualité, encore une fois, des localisations premium, des amenities, juste ce qu'il faut. Ils n'en mettent pas pour rien, ils mettent ce qu'il faut, c'est parfait, c'est bien dosé. Finalement, des designs assez épurés, minimalistes, tout ce que moi j'aime. Donc aujourd'hui, Emar, indéniablement. Si tu veux jouer la sécurité avec aussi des moyens importants, bah, tu as aujourd'hui Naril et Meras, qui sont deux promoteurs qui sont gouvernementaux, qui ont fusionné d'ailleurs, qui n'en font plus qu'un. Aujourd'hui, bah, tu sais que quand tu achètes Naril ou Meras, c'est le gouvernement. Pour que les gens puissent un peu situer, Naril, c'est le master développeur notamment de La Palme ou de quartiers comme JVC, ils revendent des terrains, mais en gros, quand tu achètes du Naril, bon, bah, encore une fois, c'est le gouvernement. Et pour donner Meras, c'est Blue Waters et c'est City Walk, par exemple. Tu vois. Donc, encore une fois, quand tu achètes ça, tu as une tranquillité, tu as juste à regarder City Walk, le développement du quartier, des prix là-bas, bon, bah, tu as compris, il n'y a pas de souci. Tu as des quartiers de Meras qui ont un peu moins fonctionné quand même, il faut le dire, mais c'est pareil, quand tu achètes Emar, Meras, Naril, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des flops. Donc même quand tu as des quartiers comme la mer de Meras qui ont été un peu moins dynamiques à un moment donné, ils vont faire des choses pour redonner la dynamique aussi à leur quartier, parce que c'est leur vitrine. Donc aujourd'hui, ça, c'est des sécurités d'investissement totales. Ensuite, tu as Ellington qui a une excellente réputation par rapport à la qualité, aux finitions et à leur livraison. Moi, je fais des remises des clés, c'est impeccable, on n'a rien à faire. Ça, c'est agréable. Par contre, tu as des prix qui peuvent être aussi un peu plus chers. Donc ça, c'est important de faire tes choix. Tu as Shoba, par exemple, qui a une excellente qualité de construction parce qu'ils ne sous-traitent pas, ils font tout eux-mêmes, mais des superficies plus petites et un rapport au square feet qui n'est pas évident, beaucoup d'unités disponibles, des plus-values plus compliquées. Donc, tu peux avoir des avantages et des inconvénients, même chez des promoteurs avec des super qualités. Et après, aujourd'hui, bah, moi, Imtiaz, parce qu'on se dit les choses, moi, ma clientèle, elle n'est pas que constituée d'acheteurs qui ont des gros moyens, c'est aussi des tickets d'entrée plus bas, une clientèle francophone qui veut du one bed, du studio, des petits deux beds. Et bah, Imtiaz, aujourd'hui, dans la gamme de prix inférieure, aujourd'hui, c'est une valeur sûre, livraison dans les temps, très bonne qualité, bonne valeur de revente, très bonne valeur locative, et ça, c'est important. Et je ne sais pas si on aura l'occasion de revenir dessus après, donc je fais tout de suite une parenthèse sur ça. On dit toujours qu'en immobilier, c'est location, 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 les 3 points. Oui, d'une manière générale. Mais à Dubaï, et je te l'avais déjà dit, le promoteur est important. En France, en Belgique, tu vas jamais demander à quelqu'un « Ah, tu as acheté une maison, tu as acheté un appart, mais c'est qui le promoteur derrière ?» On ne sait pas, en fait, on s'en fiche. Mais ici, quand tu rencontres quelqu'un, tu habites dans quel quartier? Ah, j'habite à la Marina, j'habite là. Ok, tu es dans quel tour? Mais quand on demande la tour, on demande le promoteur. Et aujourd'hui, moi, j'ai des projets, par exemple, à JVC. Là, je vais te prendre un exemple. À 100 mètres d'écart, j'ai 2 projets qui ont été livrés dans le même laps de temps. Ceux qui connaissent le marché verront certainement ce à quoi je pense. Tu en as un où j'ai des valeurs locatives proches de 45 000 pour des studios et l'autre où on est à 60 000. Tu as 15 000 dirhams, donc si tu rapportes à la valeur globale, c'est un énorme pourcentage de différence sur des biens quasiment vendus au même prix à l'époque. Ah ouais. Quasi, un petit peu, tu vois, mais le rapport n'est pas équilibré finalement sur la mise en location. Donc, la qualité du promoteur donne une valeur locative aussi très forte et ta valeur de revente est hyper importante. Donc, pour moi, aujourd'hui,
je limite mes accompagnements à certains promoteurs. On en avait déjà parlé aussi, tu vois, Lucas, moi, si quelqu'un vient me demander certains promoteurs, je pourrais me dire, je prends ma commission, je m'en fiche, je ne vends pas. Je vais te recommander autre chose. Tu veux pas autre chose, tu veux ça, je comprends, fais-le avec un autre agent. Je veux pas les galères qu'il y a derrière et j'ai pas envie d'avoir ta déception dans 3 ans. Et comme je t'ai déjà dit, Lucas, Dieu merci, c'est pas alimentaire pour moi une commission à la fin du mois. Mon fils ira bien, tu vois, il va bien manger, je suis content. Donc, moi, je veux vendre des promoteurs de qualité pour vous, pour ma tranquillité à moi. Et aujourd'hui, même si tu achètes une localisation en devenir ou un peu moins premium avec un bon promoteur, c'est que normalement, il y a une vision aussi pour eux derrière. Ouais, et tu parlais justement des zones, donc on va je pense, prendre les zones les plus communes, en tout cas qu'on connaît le plus, Marina, Downtown, Palm, etc. Si tu devais faire un classement au niveau de toi des top 5 zones que tu vends le plus, ce serait lesquelles? Donc du coup, les investisseurs, que ce soit français, belges ou suisses, donc ta clientèle, ils investissent où dans quelle zone est-ce qu'ils investissent le plus, quoi? Alors, les zones, si tu veux, je vais essayer de te segmenter un peu. Comme ça, on va aborder la question d'une manière plus large. Aujourd'hui, on va dire, premier segment, c'est l'ultra-luxe. Une villa sur la Palme, un penthouse extraordinaire à Downtown, certaines communautés de villas, on va dire l'ultra-luxe qui est un monde un peu à part. C'est pas tous les jours qu'on fait des ventes là-bas, c'est une réalité. Donc ça, c'est un segment à part. Ensuite, tu vas avoir toutes les localisations touristiques. Downtown, Marina, Palme. Principalement ces trois-là, où tu as un type d'investissement pour moi qui est hyper safe et c'est pour ça que je t'ai recommandé Downtown dès le début de nos échanges. Ensuite, tu vas avoir les quartiers résidentiels premium. Dubai Hills, par exemple, ou Creek Harbour. Ça, pour moi, c'est le troisième segment. Et tu as le quatrième segment, sur lequel beaucoup d'investisseurs francophones se positionnent, c'est les quartiers résidentiels qui ne seront pas premium, mais des quartiers résidentiels type GVC, Arjan, Motor City, Dubai Residence Complex qui se développent en ce moment. Aujourd'hui, factuellement, la clientèle francophone, en volume de vente, s'intéresse à ces quartiers résidentiels non premium. Parce que les tickets d'entrée, on va dire, même si ça a changé avec le temps, 150 à 170 000 euros pour un studio, 250 000 euros grosso modo pour un one bed, donc c'est des tickets d'entrée assez faciles. Donc le plus gros du volume de vente, il se fait là-dessus. Donc moi, j'ai vendu énormément de GVC et d'Arjan sur ces tickets-là, qui proposent des très bonnes rentabilités. On pourra après faire le parallèle entre les différents quartiers. Donc GVC, Arjan, Downtown, après tu as des sensibilités particulières, Lucas. Moi, je suis arrivé à Dubaï. Comme je t'ai dit, mon meilleur ami Mathieu vivait à Downtown. Donc moi, mes premiers pas à Dubaï, c'est Downtown. Et tu as souvent deux écoles. Tu as l'école Marina Palm et l'école Downtown. Moi, j'aime Downtown. J'aime l'énergie qu'il y a là-bas. Pas forcément la journée parce qu'on bosse et tout, mais l'énergie le soir, le canal de Business Bay, les fontaines, le Dubai Mall, les habitudes dans les cafés. Moi, j'aime Downtown. Donc, je suis heureux de le vendre. Et après, c'est aussi important, Lucas, on a des spécialités entre guillemets. J'ai déjà un spectre très large sur le marché, mais aujourd'hui, je connais moins Marina. Pour être très sincère, je vends moins. C'est des plus vieux buildings, j'ai moins d'appétence, moins de sensibilité, j'en vends moins. Pareil, la PAM, c'est un marché un peu particulier qui est très fermé. C'est pas évident, tu vois. Donc aujourd'hui, moi, principalement, c'est des quartiers résidentiels. Donc, Arjan, GVC, Dubai Residence Complex aujourd'hui qui se développe beaucoup, Downtown sur lequel j'ai vendu. Après, Dubai Hills, j'aime beaucoup. Et Dubai Creek aussi, qui est moi personnellement quartier résidentiel premium, mon coup de cœur. J'adore Creek Harbour, tu vois. Donc j'aime aller vendre là-bas dès que j'en ai l'occasion. Et maintenant, pour parler vraiment rentabilité, je sais que les rentabilités sont très différentes si tu compares des zones résidentielles ou bien des zones plus premium comme Downtown, etc. Mais prenons par exemple des zones qui sont premium, donc par exemple Downtown, Palm ou la Marina. En moyenne, la rentabilité elle est de combien si tu dois prendre une moyenne comme ça de tête? Ouais, on met les pieds dans le plat, Lucas. Je vais donner des vrais chiffres. On ne va pas vendre du rêve, puisque nous, on en a parlé et il n'y a pas à rougir. Parce que ça, c'est très important et je commence par là. Tu as des vendeurs de rêves sur Internet qui vont t'annoncer des rentabilités qui n'ont aucun sens. Ils te dérèglent le marché parce que derrière, quand un mec t'a dit que tu as 15% de renta et que toi, tu vas lui dire que tu en as 8, il va dire ah ouais, non, mais attendez, parce que l'autre, il m'a vendu 15. Non, l'autre, il t'a vendu du vent. La renta, c'est 7. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es capable de faire en France ou en Belgique? Net, après imposition. Moi, je prends mon exemple, j'ai un appartement en France, j'ai calculé après imposition, je fais 2,5% de renta. Donc, si je suis en capacité de te dire que tu vas faire 7% net à Dubaï, pourquoi est-ce que j'ai besoin de vendre 15 alors que déjà, on va multiplier par 3 quasiment, tu vois, ton investissement, ta rentabilité. Donc, aujourd'hui, les zones premium sont moins rentables que les zones moins premium. Les quartiers les plus rentables de Dubaï aujourd'hui, c'est Dubai Investment Park, c'est Motor City, c'est GVC, c'est ces quartiers qui sont moins premium. Discovery Garden aussi. Tu vois, ces quartiers, tu sais, ça sonne même pas à l'oreille de tout le monde. GVC, oui, mais les autres, pas forcément. Pourquoi? Tout simplement parce que les prix de départ
sont moins chers. Les loyers ont beaucoup augmenté ces dernières années. Donc évidemment qu'ils ont profité de ça. Pour peu que tu aies acheté il y a quelques années en arrière, avec les hausses d'aujourd'hui, tu es au top. Mais tout simplement, c'est mathématique, tu n'as pas acheté cher. Ok, tu loues moins cher, mais tu t'y retrouves quand même beaucoup plus. Donc aujourd'hui, c'est ces quartiers-là les plus rentables. Ce qu'on peut viser raisonnablement aujourd'hui en net. Alors, c'est plus dur aussi avec les prix off-plan d'aujourd'hui, mais quelle sera la réalité aussi du marché des locations dans 3 ans, Mhm. il faudra voir. Mais aujourd'hui, tu vois, moi-même, les reventes que je fais sur, par exemple, du Imtiaz à JVC, et je te donne un net de chez net, après avoir payé la DLD, équivalent frais de notaire, après avoir payé les frais d'agence, après avoir payé les frais de tosti, j'arrive à 7%. Ok. Donc sur des quartiers résidentiels, du coup. Ouais, et avec les services charges inclus. Ok, Je ouais. fais une petite parenthèse parce que ici, les services charges, donc les charges de copropriété, sont calculées en fonction des prestations du building, mais de la localisation. Donc, quoi qu'il arrive, quand tu as un bien à downtown, tu paieras très logiquement plus cher que si tu as un bien à JVC. Ouais, donc service charge, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est donc en fait les frais de copropriété, on peut appeler ça comme ça. Quoi. Exactement, Ouais. c'est ça. Donc ça va avoir un impact dans ta rentabilité. Donc quand tu as un quartier un peu moins premium, on va dire tu as des charges de copropriété un peu plus basses. Donc en général aussi ça s'ajoute. Donc pour résumer, on va dire 7-8% sans trop forcer sur les quartiers résidentiels non premium. Et là, parce qu'on avait fait le calcul à deux aussi, sur pas qu'un seul bien, mais sur plusieurs biens, par exemple sur un quartier comme JVC, tu as du 7-8% net sur de la location long terme. Hein. Exactement. Parce que si maintenant tu fais la location court terme, généralement tu as des rentabilités qui sont beaucoup plus élevées, plus de management aussi, mais sur de la location long terme, moi c'est ça vraiment que je trouve vraiment choquant par rapport à d'autres villes, sans aller viser un marché qui est de l'ultra luxe, en visant en fait un marché qui est à ticket d'entrée égal à un marché en France, dans des villes pas très connues ou en Belgique. Tu vas être, je sais pas, 250 000 euros pour un one bedroom. C'est peut-être un peu plus cher ici, mais encore, je pense qu'en Belgique, en France, tu trouves la même chose aussi. Tu es à du 7-8% net. Après tous les frais, tu n'as pas d'imposition ici. C'est incroyable, quoi. Donc, on parle aussi beaucoup de correction de marché. Beaucoup qui disent « Ah non, mais les prix vont s'écrouler. C'est pas normal d'avoir des rentabilités aussi élevées. » Moi, je pense, ça ne reste que mon avis, on verra si ça se vérifie ou pas, mais peut-être que je me trompe totalement. Moi, je pense que les locations vont rester très élevées, elles vont continuer à augmenter d'année en année. Et la rentabilité, elle va tout simplement baisser parce qu'en fait, la valeur des propriétés va continuer à monter. En fait. Au lieu qu'on ait des 250 000 euros pour one bedroom, ben, ça va monter peut-être à 300, 350 000. Et du coup, ben, ta rentabilité, elle sera un peu moins bonne parce que la value du bien sera plus haute. Quoi. Bah, alors, je finis juste, Lucas, parce que comme ça, j'aurais donné l'info par rapport aux valeurs locatives. Donc, j'ai dit 7-8 sur les quartiers non résidentiels. On peut monter jusqu'à 10 sur certains biens. On descendra rarement en dessous des 7. Parce que ça intéressera aussi ceux qui n'ont pas eu, qui voulaient la réponse. Sur les quartiers plus premium, tu seras peut-être plutôt à 5 ou 6% de rentabilité nette. Tu vois, donc on va dire tu peux mettre 2-3 points de différence en pourcentage. Voilà. Maintenant, encore une fois, ton argent, quand tu l'as placé sur du patrimonial, sur des localisations premium, tu as moins de renta, mais tu as plus de perspectives de plus-value et tu as une sécurité de placement qui est aussi hyper importante à considérer. Moi, c'est pareil, c'est du cas par cas. On en a parlé, Lucas. Quand tu investis un certain budget, ce qui a été le cas pour toi, bah, je suis content de t'amener sur downtown plutôt que sur un quartier résidentiel moins premium. Ok, tu apportes plus de rentabilité tout de suite. Maintenant, toi, tu as un super bien Aymar en plein downtown. Ça, c'est important aussi. Donc, en gros, tu passes de 5-6 à 7-8, voire plus, en fonction des quartiers. Mais plus tu prends en général, en gros, du premium sur des prime locations, comme on dit, plus ta rentabilité sera basse, mais plus tes perspectives de plus-value seront hautes. Et à l'inverse, tes perspectives de plus-value sont plus réduites sur du quartier résidentiel, mais des meilleures rentabilités. Du coup, c'est en fait c'est la question que beaucoup de gens se posent, où les gens disent en fait, les rentabilités, elles sont trop hautes, le marché va s'écrouler, ou bien on est dans une bulle, ça va se cracher. Comme je te disais, moi, ma perspective, je pense que ça va pas s'écrouler, c'est juste que la correction de marché, elle va se faire en fait à la hausse, ou pour moi, la valeur des biens, je pense pour moi, si on regarde dans 10 ans, je pense que trouver des one bedroom à 200, 250 000 qui sont quand même assez premium sur des quartiers comme JVC, tu pourras plus en trouver en fait. Et c'est pour ça que les rentabilités vont se corriger et on va peut-être plus tendre après vers des quartiers résidentiels. Peut-être que je me trompe totalement. Hein. On va peut-être plus tendre vers des quartiers résidentiels à du peut-être 4-5% et sur du quartier plus premium peut-être à du 3-4, j'en sais rien quoi. Bah écoute, de toute façon, moi Lucas, ça c'est aussi un argument que j'apporte à mes investisseurs. C'est que si vous avez une renta à 2,5 en France, qu'aujourd'hui je vous promets 8, même si demain vous passez à 6 ou même à 4 ou à 5, c'est de toute façon déjà le double de ce que vous avez en France. Donc au pire des cas, les arrières sont assurés. Même si évidemment, ce n'est pas le but et on veut toujours plus de rentabilité. Moi, je vais m'appuyer sur de la data.
Parce qu'aujourd'hui, c'est pareil, personne n'a de boule de cristal dans un sens comme dans l'autre. Comme je t'ai dit, si on m'avait dit il y a 2 ans qu'on en serait là aujourd'hui, j'y aurais même pas pensé. C'est aussi l'optimisme de chacun. Moi, j'ai toujours tendance, quand j'investis, à être sécuritaire et avoir une vision pessimiste. Et tant mieux si je me trompe, mais je préfère ça que l'inverse, d'être trop Exact. optimiste. Et si je me plante, j'ai mal fait mes calculs. Aujourd'hui, il faut considérer plusieurs choses. On reviendra peut-être sur le plan 2040 après, tu me diras si tu veux qu'on l'évoque rapidement, mais tu as une vision sur Dubaï. Historiquement, Dubaï, c'est donner les moyens de ses ambitions à chaque fois. Donc aujourd'hui, quand il y a des choses qui sont mises en place par Dubaï, ça va au bout et moi j'y crois. Donc on a un plan qui va faire une hausse de population, donc une demande de logement qui doit être absorbée. Factuellement, aujourd'hui, sur les 5 dernières années, Dubaï a accueilli 600 000 personnes de plus sur 5 ans. Donc, tu as un peu plus de 100 000 personnes par an. Et là, je parle de 2020 à 2025. Donc, vraiment des personnes qui viennent s'installer ici, quoi. Exactement. Alors, en tout cas, qui ont un visa accordé, qui sont considérés comme des résidents. Donc, d'une manière ou d'une autre, soit ils vivent ici, soit ils ont des affaires ici, soit ils ont de l'immobilier ici. Donnée très importante aussi, mais on va aborder le plan 2040 après, peut-être plus en détail. Donc, par rapport à ça, moi, je regarde 2 choses. Les ventes et les locations. J'ai regardé l'augmentation des loyers sur les dernières années, on était à peu près de 20% par an, environ. Encore une fois, à pondérer d'une année sur l'autre. C'est énorme. C'est énorme. Mais de toute façon, une personne qui est là depuis 5 ans à Dubaï s'en rend très vite compte. On a tous vu les loyers exploser et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de personnes maintenant commencent à acheter parce que finalement, on ne s'y retrouve plus sur la location. Moi, le premier, j'ai acheté parce qu'aujourd'hui, j'ai fait mes calculs. Avec mon levier bancaire, je paye moins cher que mon loyer pour mieux. J'en profite juste pour te poser une question par rapport à ça, à l'augmentation du loyer. Est-ce qu'ici, aux Émirats, et notamment à Dubaï, est-ce que tu as aussi une indexation comme en Europe, par exemple en Belgique, tu peux indexer ton appartement que de autant de pourcents à l'année. Est-ce qu'ici, il y a aussi des règles là-dessus ou pas? Oui. Alors, c'est encadré. Tu ne peux pas chasser un locataire comme bon te semble et c'est des contrats de 1 an. Donc, tous les ans, tu peux revoir en réalité le loyer selon un encadrement de la RERA. Malheureusement, l'encadrement RERA, il était vraiment en faveur des locataires puisqu'ils n'ont pas vraiment rehaussé l'indicateur à hauteur de la hausse de 20% que je te dis. Donc, s'ils l'ont augmenté, peut-être, encore une fois, je peux me planter sur les chiffres, on va dire peut-être de 5%, la hausse réelle était de 20%. Donc, en fait, foncièrement, tu es un peu bloqué. Donc, ce que font beaucoup de gens, tout simplement, il y a beaucoup plus de turnover ici. Et c'est pour ça que même quand tu regardes les datas à Dubaï, tu as les nouvelles locations et les renouvellements de location. Donc, si tu as un locataire qui ne veut pas quitter ton appartement depuis 10 ans, bah ouais, t'es un peu embêté, ta valeur locative, elle est pas dingue, même si tu le rehausses un petit peu. Par contre, s'il part et que tu mets un nouveau locataire, là, tu vas pouvoir en général carrément booster. Mais oui, en tout cas, il y a un encadrement. C'est un gros sujet, Lucas, donc il faudrait limite qu'on passe un quart d'heure dessus pour que je t'explique tout bien. Mais ouais, c'est encadré. Mais ce que je voulais te donner comme information importante, c'est de mettre en corrélation donc les ventes immobilières et l'augmentation des loyers, comme je t'ai dit, 20%. Moi, c'est ce que je donne à tous mes investisseurs. Vous ne pouvez pas me dire que les appartements à Dubaï ne sont pas occupés ou qu'il y a trop de construction aujourd'hui, encore, j'insiste, quand on a une hausse de 20%. Mathématiquement, ça n'a aucun sens de contrecarrer cet argument. C'est factuel. Et je vais même te donner un autre argument intéressant, puisque je l'ai regardé justement hier au détour de je ne sais plus quoi, qui expliquait que le taux de vacances à Dubaï, donc le taux de vacances des appartements, a été réduit de 3%, je crois, sur les 3 dernières années. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup plus de logements, mais dans le même temps, on a de moins en moins de vacances. Donc ça, pareil, c'est mathématique. Ça veut bien dire qu'aujourd'hui, il y a une demande. La question maintenant, parce que j'en suis à te donner des chiffres, tu as par exemple en 2026 et 2027, en moyenne, 70 000 nouvelles unités par an qui seront livrées. La question, effectivement, se pose. Elle est légitime, Lucas. On a 70 000 logements, ce n'est pas 70 000 personnes, parce qu'un logement, c'est potentiellement 2, 3, 4, 5 personnes. Tu vois. Donc, est-ce que cette offre locative va être absorbée par la demande? Est-ce qu'elle va juste finalement corréler un peu les prix de marché? Est-ce qu'on aura toujours autant d'attractivité et finalement toujours autant de monde qui vont continuer d'arriver, donc on va continuer d'augmenter parce que finalement c'est qu'une balance des offres-demande. Exact. Tu vois. Et ce que tu disais sur les loyers, c'est exactement ça, Lucas. C'est mathématique. Aujourd'hui, moi, quand je fais une proposition, je me base sur les loyers d'aujourd'hui. Donc, si je te dis qu'un studio à GVC, sa valeur locative aujourd'hui, elle va être à 60 sur un projet Imtiaz, bah, je peux te justifier un prix de vente à 750. Maintenant, si demain, la valeur locative, elle passe à 50, bah, forcément, le prix de vente, je ne peux plus justifier un ROI intéressant. Le promoteur ne peut plus justifier un prix de vente. Donc, forcément, ça va se rééquilibrer. Donc, s'il y a à un moment donné plus d'offres, les prix seront tirés vers le bas, mais très important aussi,
le gouvernement n'autorise pas les constructions n'importe comment. Ils sont aussi là pour encadrer et anticiper l'afflux de population qui va arriver. Mhm. Ok. Ok. Et du coup, on va en parler tout de suite par rapport à Dubaï, la vision de Dubaï 2040. Tu vas me dire toi ce que tu en penses, surtout avec ton point de vue dans l'immobilier. Mais moi, c'est quand même l'impression que j'ai. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, ça surconstruit. Par exemple, JVC, c'est vrai que tu vas à JVC, il y a des tours de partout qui sont en construction. Ça construit encore beaucoup. En fait, même à Dubaï Downtown, on le voit, il y a encore beaucoup de plots qui sont libres. Ça fait pousser des tours. Mais j'ai quand même l'impression que, comme tu le disais, il y a de plus en plus de monde qui vient chaque année. Et surtout, il y a vraiment un critère à prendre en compte, c'est qu'en Europe, et même je pense dans le monde entier, il y a encore beaucoup de personnes qui ont entendu parler de Dubaï, mais qui ne sont jamais venus mettre les pieds ici, alors que ce sont des personnes qui ont le profil parfait pour venir vivre ici, qui sont entrepreneurs, qui peuvent s'acheter un bien, etc. ici. Et je trouve que là, Dubaï, en fait, c'est comme le Bitcoin, si on le compare à ça. En fait, quand le Bitcoin était à 40 000 dollars, tout le monde disait, ouais, là, on a atteint vraiment le maximum, c'est impossible qu'il aille à 60 000, même à 100 000 dollars. Et finalement, en fait, ceux qui ont pris la courbe à ce moment-là ont encore pu faire pratiquement un x3 sur le Bitcoin, quoi. Et j'ai vraiment l'impression que Dubaï, si on regarde la courbe, certes, on est haut, mais que derrière, on peut encore monter tellement parce que quand on voit tout ce qu'ils sont occupés de développer, ce qu'ils sont occupés de mettre en place pour attirer plus de monde, quand on voit la situation géopolitique en Europe et même dans le monde entier, c'est pas rose comme à Dubaï, quoi. On regarde l'Europe, etc. On sent que les gens, ils ont de plus en plus envie de partir, ils en ont marre de la situation en fait en Europe. Et je pense que des zones comme Dubaï qui ont tout compris et qui ont vraiment en fait avalé toutes les erreurs qu'on a pu faire en Europe pour vraiment créer un monde sur une base qui est très saine, je pense, et peut-être que je me trompe totalement, mais je pense vraiment que dans les 10 prochaines années, la population ici, elle va continuer à exploser et que du coup, même si ça construit beaucoup, si tu es dans des zones comme GVC, même des quartiers résidentiels comme tu en parlais, je pense pas que tu peux te tromper en investissant là. Après, encore une fois, peut-être que dans 10 ans, il y en aura qui me diront, putain Lucas, ouais, tu t'es vachement planté sur ce que tu as dit dans le podcast, mais en tout cas, en voyant comment le monde change et comment les gens ont envie de bouger, et surtout toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Dubaï, je crois que Dubaï a encore là les 20 prochaines années, 20-30 prochaines années, des belles années devant lui, quoi. Donc du coup, voilà, ton avis, toi, sur la question. Moi, je suis convaincu de ça. Mon sentiment à moi, c'est d'être au bon endroit au bon moment. Dans 50 ans, dans 100 ans, j'en sais rien. Aujourd'hui, la croissance des Émirats, parce qu'on n'a même pas Des parlé que de Émirats, à Dubaï, fond. et on est là où il faut. J'en suis convaincu, Lucas, et aujourd'hui, tous les chiffres sont en notre faveur pour nous donner raison. Alors, ce podcast vieillira peut-être mal, tu Mhm. vois, mais c'est comme quand j'accompagne mes investisseurs. Moi, je fais à l'instant T des projections. À l'instant T, aujourd'hui, on est au bon endroit, au bon moment, c'est indéniable. La vision de Dubaï et des Émirats, elle est exceptionnelle. Pour tous les Français qui, des fois, se permettent de juger les Émirats, on ne peut pas aujourd'hui, vu la situation française et européenne, factuellement aujourd'hui, critiquer le développement des Émirats qui est exceptionnel. Il y a des choses qui ne sont pas parfaites, on sait ce que c'est, il n'y a aucun problème. À pondérer quand même, quand on vit ici, on n'a pas le même regard que quand on n'est pas ici. Mhm. Euh, Notamment les conditions de travail, c'est ces choses-là que je peux évoquer. Mais attention, déjà, c'est beaucoup moins ou beaucoup plus trompeur qu'il n'y paraît de l'extérieur. Donc aujourd'hui, factuellement, on est au bon endroit au bon moment, j'en suis convaincu. Le plan 2040, je te l'évoque rapidement et je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que c'est hyper intéressant. Le plan 2040, grosso modo, c'est 3 points. Un, c'est l'augmentation de la population pour 2040, à savoir de passer aujourd'hui 4 millions d'habitants à Dubaï. 3 millions 9 et des poussières exactement, mais on va dire 4 millions. Donc d'arriver dans 15 ans à 6 millions. Certaines projections annoncent même 7 millions et plus. Aujourd'hui, la vision, en tout cas, 2040, c'est Ok, 6 ouais. millions d'habitants. Donc, tu vois, les constructions d'aujourd'hui, elles ne vont pas servir à rien. On attend encore 2 millions de personnes. Très important, Lucas, parce que ça, on n'en parle pas assez. Tu as la population qui vit ici, mais il y a une chose importante. Dubaï, aujourd'hui, c'est une destination touristique mondiale. Je crois qu'on est dans le top 3 et peut-être même mieux placé que le 3. Mhm. Euh, L'année dernière, 2024, c'est 19 millions de touristes à Dubaï. Alors oui, il y en a peut-être qui ont juste fait un petit transit rapide, machin, mais factuellement, tu as 19 millions de touristes à Dubaï en 2024. Donc tu ajoutes Mhm. finalement lycée sur l'année 19 millions de personnes à Dubaï en plus de nos 4 millions. Donc même ça, en fait, tu ne peux pas regarder un nombre d'unités par rapport à un nombre d'habitants en occultant le fait que les touristes ne sont pas surtout ici
ils sont pas tous dans des hôtels. Il y a énormément d'Airbnb, ça marche très fort. Tu as un taux d'occupation à quasi 100% certains mois ou Mhm. 100% certains mois. Il y a une demande pour ça. Donc 6 millions d'habitants en 2040, un développement touristique qui est en croissance parce que pour donner une data, il y a 2 ans, en 2022, pardon, tu avais 14,5 millions de touristes. Tu Mhm. es à 19 millions 2 ans plus tard. On a l'aéroport Al Maktoum qui va venir révolutionner aussi le monde aérien avec, je crois, 2 à 3 fois la superficie actuelle de DXB. C'est phénoménal, c'est vraiment extraordinaire. Donc tu vas avoir un afflux encore plus fort de touristes. Tu as une population qui va augmenter. Donc en tout cas, ça c'est la vision numéro 1 du plan 2040, c'est l'augmentation de la population et en annexe, on va dire, le développement de l'attractivité Mhm. touristique. Deuxièmement, tu as le développement des espaces verts. C'est un vrai sujet ici, la qualité de l'air, le fait qu'il fasse chaud, le Mhm. cadre de vie, on va dire, donc doublement des espaces verts dans les 15 prochaines années. Tu le vois, Lucas, tu es là, quand tu te balades en voiture chez Xayed, tu prends un rond-point, tu vois de plus en Ouais. plus d'espaces verts installés. Donc ça, c'est une considération aussi qu'on va mettre dans la case écologie. Mhm. Éco-responsabilité, on y vient à Dubaï, c'est important. Donc ça, c'est dans la volonté de Dubaï. Tu as le dernier point, c'est le développement des transports en commun. On a un vrai sujet aussi. Juste. Aujourd'hui, tout le monde a sa voiture. Si tu n'as pas de voiture, c'est compliqué. La volonté de Dubaï, je vais accélérer sur ça très simplement, c'est que tu aies à moins de 800 mètres de chaque habitation une station de transport en commun, métro, bus, principalement. Donc je ne te dis pas que tu auras le métro à 800 mètres de chaque habitation, mais tu auras au moins une station de bus. C'est l'objectif Mhm. dans 15 ans. Donc aujourd'hui, on a le développement du métro, on a le développement de la ligne entre Dubaï et Abu Dhabi aussi, on a le développement évidemment des bus, tu as de plus en plus d'infrastructures, les routes qui commencent aussi à s'élargir, des nouveaux ponts, donc il y a aussi une volonté de développer les transports en commun ici. Mhm. Une fois qu'on a dit ça, Lucas, on a nos 3 points principaux de la vision 2040 et je rebondis sur ce que tu as dit parce que pour moi, c'est le plus important. Aujourd'hui, Dubaï, c'est attractif pas pour la vision 2040, en réalité, c'est pas ça le plus important. C'est qu'aujourd'hui, on propose quelque chose que le reste du monde ne propose pas. Et je le dis aussi aux investisseurs que j'accompagne. À un moment donné, si les millionnaires du monde entier, même les milliardaires du monde entier investissent à Dubaï, ils savent ce qu'ils font, ils sont conseillés, s'ils ont tous leur argent ici. Alors bien sûr, il y a la Mhm. fiscalité, Lucas, évidemment, mais ils investissent ici. Tu as des milliers de millionnaires supplémentaires tous les ans qui viennent à Dubaï. C'est quand même pas mal de suivre cette tendance-là, tu vois. Tu as ça, tu as le fait que, je te raconte une petite anecdote, notre agence Dubaï Monde avait été récompensée par François Hollande à l'époque, était venu à Dubaï récompenser des entreprises Ok. françaises qui avaient réussi. Et il avait fait un discours où il avait dit, et à très juste titre, que Dubaï profite du climat mondial, du Mhm. climat mondial défavorable en C'est vrai. réalité. Et À ça, fond. tu vois, on est dans un monde aujourd'hui, factuellement, on ne peut pas le remettre en question, qui va de plus en plus mal. Les guerres et l'insécurité pour ne parler que de ça. Mhm. La pauvreté aussi, qui commence à s'accentuer dans beaucoup d'endroits. Même si ce n'est pas les plus pauvres qu'on accueille, c'est important quand même de le prendre en Ouais, considération. clairement. Donc aujourd'hui, tu te dis qu'on est dans un endroit qui profite du malheur des autres, entre grosses Ouais, guillemets. on l'a vu d'ailleurs pendant le Covid, hein. Le Covid, ça a été vraiment un déclencheur pour Dubaï au niveau du boom immobilier, que ce soit au niveau de la value des propriétés ou même de la location aussi, hein. Ça a vraiment marqué, je trouve, un switch au niveau du marché, hein. Exactement. Sortie Covid, c'est Dubaï qui a récupéré tout parce qu'ils ont effectivement bien géré ça. Alors c'était dur, hein, parce que moi Mhm. j'ai été au Covid ici, quand tout était fermé, qu'il n'y avait aucune aide, que les mecs qui travaillaient ici devaient rentrer chez eux, c'était violent le Covid. Ouais. Mais c'est Dubaï, c'est impitoyable, Mhm. dans un sens comme dans l'autre. C'était très chaud pendant le Covid, on n'avait pas les aides qu'on avait en France, c'est une Ouais. certitude. Par contre, derrière, la France paye encore les pots cassés de toutes les aides Covid. Là où Dubaï qui n'a rien donné, ok, tout le monde était en galère, mais ceux qui sont revenus, il y en a qui sont pas revenus Mhm. aussi, mais derrière, c'est reparti plein gaz. Donc, Ouais. tu as ça. Un des meilleurs exemples qui concerne vraiment l'immobilier directement, c'est la guerre Ukraine-Russie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'afflux des Russes et beaucoup À fond. d'Ukrainiens ici, t'entends parler russe toute la journée, les prix ont explosé, tu as des À fond. quartiers comme Blue Water, c'est quasiment, tu as l'impression d'être en Russie. Ouais, et moi, c'est ce que je me dis aussi. Je veux pas, je suis pas du tout dans un délire pessimiste à me dire c'est sûr, il va y avoir une guerre qui va éclater en Europe, etc. J'espère absolument pas. Mais dans le cas où on devait revivre des scénarios catastrophiques comme on a pu avoir avec le Covid, etc., Dubaï va encore, je pense, se prendre un fameux coup positif au niveau de l'immobilier, hein, de la valeur des biens, etc. En fait, dès qu'on peut voir qu'il y a des gros problèmes dans le monde, tu viens de le citer là maintenant, ça bouge vers Dubaï, en fait. Valeur refuge, valeur sûre, en fait. Et les gens ici, ils n'ont pas peur de venir poser des billes, alors qu'en Europe, là maintenant, ceux qui ont de l'argent, ils réfléchissent pas à 2 fois, ils réfléchissent à 3, 4, 5 fois avant de se dire je vais investir dans un bien en Europe, quoi, hein. Par la lourdeur des choses, aussi la pression fiscale, la pression Mhm. même au niveau
de l'ambiance de manière générale, c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, vraiment, ce que je sens ici à Dubaï, et je pense que tu as la même vision que moi, c'est que ici, tu sens que toi, si tu as de l'ambition, tu grandis en même temps que la ville autour de toi grandit en fait. Donc c'est-à-dire que ton environnement grandit en même temps que toi. En Europe, si tu veux grandir, ton environnement il grandit pas vraiment en fait avec les pressions, toutes les barrières qu'il y a. C'est très, il y a beaucoup d'administratifs, etc. Et qu'ici à Dubaï, en fait, tu as de l'ambition, tu viens ici, c'est ultra plaisant parce que tu ressens aucune barrière en fait. Ça avance, c'est fluide, ça avance vraiment très vite. Et la grosse différence, et j'aime de mieux en mieux des pays comme celui-ci, pourquoi? Parce qu'ici, tu as une vision. Et la vision, elle change pas tous les 5 ans en fait. Tu as une vision, c'est pas une fois une vision de droite, une vision de gauche, c'est une vision qui est là pour 50, 60 ans. La Chine, beaucoup de gens vont critiquer la Chine, mais regarde la Chine aujourd'hui. C'est incroyable aujourd'hui. La vision qui est là depuis des années, ils sont occupés de surpasser les États-Unis dans plein de domaines et même des continents entiers dans plein de domaines aussi, quoi. Et tu regardes les Émirats, c'est ça en fait. C'est une vision qui est là. Ils ont une vision pendant 50 ans et en France, bah, tu as un président qui change tous les 5 ans ou tous les 6 ans, je sais plus. En Belgique, pour faire un gouvernement, tu peux parfois attendre 2 ans avant d'avoir un gouvernement. Une fois c'est la gauche, une fois c'est la droite. Si la droite veut mettre en place des nouvelles lois, la gauche va la bloquer et vice-versa. Et donc du coup, tu es dans des pays qui n'avancent pas et qui tournent un petit peu en rond et qui sont occupés en fait de se tuer et de régresser sur eux-mêmes. Que ici, il n'y a aucune régression, ça avance avec une vision et ça, je trouve ça juste incroyable. En fait, la différence, c'est pas que tu as 2 continents et 2 pays qui avancent dans la même direction, on va prendre la France et les Émirats, c'est que tu as un pays qui est occupé de se refermer et de pourrir sur lui-même, et tu as un pays qui est occupé d'avancer à vitesse grand V en fait. Et au niveau de l'investissement, bah, tu te positionnes en tant qu'investisseur, tu investis dans un sac où il y a des pommes qui sont occupées de pourrir sur elles-mêmes, ou bien dans un potager qui est occupé de fleurir. Bah, tu investis dans le potager qui est occupé de fleurir à fond, quoi. 200% d'accord avec toi, Lucas. Et je reprends ce que tu as dit qui est intéressant, c'est tu grandis avec un environnement qui grandit autour de toi. Moi, je retournerais même la chose à l'inverse, en fait. C'est un environnement autour de toi qui te fait grandir. C'est comme ça que je le vois, tu vois. Et c'est qu'en fait, ici, en réalité, la ville t'offre des perspectives, tu grandis avec elle ou pas. Si tu grandis pas et tu n'avances pas avec la ville, tu n'avances pas, tu rentres chez toi. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut voir Dubaï. Après, c'est une page que tu ouvres qui est hyper intéressante et je vais reprendre déjà avant de la refermer sur ce que tu as dit, l'aspect sécurité à Dubaï. Aujourd'hui, parce que j'ai parlé un peu d'insécurité tout à l'heure, la préoccupation numéro 1 de beaucoup de gens, et d'autant plus ceux qui ont de l'argent, c'est la sécurité. Et aujourd'hui à Dubaï, bah, écoute, moi je ne ferme pas ma voiture, mes clés sont dans ma voiture devant chez moi, je ne ferme pas la porte de la maison, même si j'ai mon fils et potentiellement des objets de valeur dedans. On n'est pas préoccupé à quelconque moment d'insécurité à Dubaï. D'accord. Donc ça, aujourd'hui, quand tu as un petit peu d'argent dans un monde qui n'est pas safe, et on voit même la France aujourd'hui où l'insécurité et la Belgique est de plus en plus importante, waouh, ça vaut cher, tu vois. Et moi, ma plus grande fierté, c'est de me dire, ok, bah moi, mon fils aujourd'hui, que j'ai mis au monde il y a 10 mois, il va grandir ici, dans cet environnement, il n'aura pas les préoccupations que moi j'avais en France, en région parisienne, il sera libre et serein, ma femme peut se balader habillée comme elle veut, quand elle veut, ça vaut cher, tu vois. Donc, ok, Dubaï, le train de vie est cher, mais je suis content de le payer aussi pour ça. Et la vision politique, alors, encore une fois, on ne va pas lancer un sujet politique, mais c'est la notion, ok, de la démocratie française, où tu as plusieurs partis politiques, une assemblée nationale, des votes, des machins, mais finalement, qui ne font que ralentir un système qui n'avance pas de par systématiquement des protestations qui sont même plus finalement fondées et légitimes, mais juste basées sur c'est un autre parti. Donc par définition, on s'y oppose. Même si foncièrement, parce qu'il y a des choses à un moment donné, Lucas, pour moi c'est factuel. Tu as un problème de sécurité, tu as un problème de santé, tu as un problème d'éducation dans ton pays. On le voit bien, Belgique, France, c'est de moins en moins bien. On peut être d'accord tous ensemble, tous les partis politiques, c'est un constat factuel. À quoi bon tirer dans des sens différents et nier des évidences juste parce que tu es contraire à l'autre parti politique? Alors ok, ici, tu as un chèque qui décide de tout. Mais aujourd'hui, s'il décide bien, s'il a une vision, mais c'est merveilleux. Parce que, par exemple, tu as dit, on a une vision, on s'y tient, 200%. Et, à côté de ça, quand tu as quelque chose à Dubaï qui a dysfonctionné, ça ne met pas 6 mois de discussion derrière. Inondation dont on a parlé il y a grosso modo 2 ans. Les Français se réjouissaient de voir ça. À fond, ça c'était incroyable. Catastrophique. 6 mois plus tard, il y avait des inondations dans je ne sais plus quel département de France. Est-ce que nous, à Dubaï, on regardait ça en se disant « Ah, on est content ». Mais pas du tout, tu vois, Lucas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une semaine d'inondation, ok, la ville était sous l'eau. Bon, au final, pas de catastrophe. Quelques personnes mal assurées, ok, ils en ont fait les frais, mais d'une manière générale, tout va bien. Derrière, je crois que c'est 2 milliards d'euros, donc 8 milliards de dirhams qui ont été débloqués instantanément pour pouvoir refaire toutes les infrastructures. Tu imagines en France, pour les Parisiens qui nous écoutent,
Donc j'habitais dans les Yvelines, il y a le tunnel de la Défense, ça parlera. Le tunnel de la Défense, je suis retourné en vacances, je pense qu'on doit arriver sur 10 ans que le tunnel de la Défense est en travaux. À Dubaï, ils ont besoin de refaire des routes, d'aménager. C'est fait en 6 mois max. Tu construis des buildings de fou en 2 ans. Tout va vite. On se donne les moyens des ambitions. Là où en France, les considérations politiques nous ralentissent et la mise en place même d'une décision prise est toujours très lente. Donc ça, c'est hyper important et c'est pour ça aussi que je crois à Dubaï. Parce que même si à un moment donné, ils faisaient fausse route, ce qu'ils ne font pas pour l'instant, ils sont capables de se remettre dans le bon sens directement sans que ça soit des pourparlers interminables. Exact. Et tu parles de chèques justement. Donc en fait, les Émirats, c'est composé de différents Émirats. Chaque Émirat a son patron qui s'appelle justement un cheikh. J'aimerais bien qu'on parle rapidement juste des autres Émirats aussi, parce qu'on parle beaucoup de Ras Al Khaimah, le casino qui va arriver, etc. Grosse opportunité immobilière. Abu Dhabi aussi qui commence, enfin qui est déjà là. Bon, Abu Dhabi c'est institutionnel, il y a beaucoup d'argent là-bas aussi. Fujairah aussi qui est beaucoup moins en développement, mais j'aimerais bien juste avoir ta vision, toi, sur les autres Émirats, notamment Ras Al Khaimah et Abu Dhabi, qui sont, je pense, les deux dont on parle le plus, peut-être après Dubaï. Qu'est-ce que toi t'en penses? C'est quoi ta vision si tu as quelqu'un qui te dit j'hésite à investir entre Dubaï et Ras Al Khaimah et par exemple Dubaï et Abu Dhabi quoi. Alors, pour ceux, parce que je sais que des fois, même géopolitiquement ou même juste en termes de géographique, c'est confus. Effectivement, les Émirats arabes unis, c'est plusieurs États qui font en gros un pays. La gouvernance principale, c'est Abu Dhabi. Il faut bien le comprendre que c'est eux, parce que c'est aujourd'hui eux qui ont le pétrole. Donc c'est aujourd'hui l'État le plus puissant. Parce qu'on pense toujours Dubaï quand on pense Émirats, mais en réalité, les patrons, c'est Abu Dhabi. Donc c'est comme si, pour résumer, tu avais le cheikh de Abu Dhabi, qui est le président, et le cheikh de Dubaï, qui est le Premier ministre. C'est eux les deux hommes forts, mais c'est Abu Dhabi, grosso modo, le taulier des Émirats. Chaque État a sa propre gouvernance, évidemment en accord avec tout le monde, mais tu as des règles qui peuvent être différentes d'un État à l'autre. Tu vois par exemple Sharjah, qui est beaucoup plus rude que Dubaï dans sa politique. Tu as des choses que tu peux faire à Dubaï que tu ne peux pas faire à Sharjah. Bref, il faut comprendre comment ça fonctionne. Donc c'est des États qui font un pays avec des gouvernances différentes, mais des décisions prises principalement par Abu Dhabi en concertation avec Dubaï. Concernant l'investissement immobilier, et pareil, je fais une petite précision. Donc aujourd'hui, je t'ai dit, on était 3,9 à peu près millions d'habitants sur Dubaï. À 100 000 près, Abu Dhabi, c'est aussi 3,8 millions ou 4 millions. Enfin, on est sur les mêmes eaux que Dubaï. Aussi pour comparer, parce qu'on parle toujours de Dubaï, mais on ne remet pas toujours Abu Dhabi au centre des Émirats, parce qu'aujourd'hui, il faut le prendre en considération. Aujourd'hui, tu as 4 États, pour répondre à ta question, qui ont un intérêt aujourd'hui immobilier aux yeux des investisseurs. Tu as Dubaï, évidemment. Tu as Abu Dhabi, tu as Ras Al Khaimah et tu as Al Quwain. Très rapidement, moi je suis spécialisé Dubaï. Certains agents s'improvisent spécialistes d'Abu Dhabi ou Al Quwain ou de Ras Al Khaimah quand ça les arrange parce qu'il y a des projets. Aujourd'hui, déjà, l'expertise de Dubaï, si tu veux l'avoir, c'est un travail à plein temps. Tu vois. D'ailleurs, pour la petite anecdote, justement, moi je voulais faire un deal sur Abu Dhabi avec toi. Et tu m'as dit directement, écoute Lucas, moi je pourrais prendre ma commission et t'accompagner là-bas, mais je préfère te dire, écoute, avance avec des agents de là-bas que moi d'aller à Abu Dhabi parce que je connais pas vraiment le marché. J'ai d'ailleurs apprécié beaucoup le fait que tu me dises ça, parce que ça montre aussi l'éthique de travail et la droiture, et ça fait plaisir. Mais comme tu dis, je me doute bien que juste avoir Dubaï à couvrir en termes d'immobilier, c'est déjà travail à plus que plein temps, quoi. Ouais, c'est un travail à plein temps et c'est là aussi où tu vois, Lucas, tu l'as vu, parce que je peux te parler d'éthique, je vais même pas le mettre en avant plus que ça non plus dans le podcast, mais tu le vois, c'est l'essence de mon travail, c'est de travailler avec éthique. Et aujourd'hui, te faire perdre du temps à t'accompagner sur Abu Dhabi alors qu'un autre agent pourra le faire mieux que moi, ça sert à rien et c'est de bonne guerre. Tu vois. Et si les agents d'Abu Dhabi faisaient ça pour les agents de Dubaï, indirectement, je récupérais ça. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, tu as ces 4 États. Donc, Dubaï, c'est mon marché, je le connais par cœur. J'ai moins de connaissances sur le reste, mais moi, je m'appuie sur quelque chose. À un moment donné, il faut un peu de bon sens dans l'investissement et regarder un peu ce qui se passe dans le reste du monde et avoir des fois juste une réflexion de logique sans être un expert. Aujourd'hui, Al Quwain, c'est Shoba, le développeur, qui est quasiment le master développeur de l'État parce qu'il développe 2 zones. Downtown, le long de la côte, ils vont faire comme un centre-ville qui va s'appeler en gros, Downtown. Et tu vas avoir Sinai Island, c'est un ensemble d'îles sur lequel il y a eu beaucoup d'investisseurs français qui sont positionnés. Aujourd'hui, moi, j'ai une interrogation. Comment je peux parler d'un émirat sur lequel je n'ai aucun point de comparaison? Donc, tu peux créer un endroit merveilleux parce que c'est un endroit qui sera super beau. Comment je peux te parler d'une valeur locative?
comment je peux te donner de la data, puisqu'on n'a pas de data, on n'a pas d'idée des valeurs locatives. Est-ce que c'est un bon investissement ou pas? Aujourd'hui, je ne sais pas. Je sais que certaines promesses ont été faites, pour moi, elles n'ont aucun sens. Je ne dis pas que c'est pour autant un mauvais investissement, mais attention sur la zone d'Umal Quain. J'en ai vendu, mais je ne l'ai pas vendu en qualité d'investissement de rentabilité, mais pour de la résidence secondaire ou de la résidence principale, en expliquant qu'aujourd'hui, j'étais incapable de donner, comme tout le monde, une valeur locative à ce type de bien. Donc, vendre un bien immobilier sans être capable de donner une valeur locative, c'est compliqué de faire des promesses de plus-value derrière. Donc ça, c'est le sujet Umal Quain. Le sujet Ras Al Khaimah, c'est un des gros sujets. Pourquoi? Parce que Dubaï, preuve aussi à un moment donné de l'ouverture d'esprit des Émirats pour les personnes sceptiques en France, on a les jeux d'argent qui sont autorisés, la licence de jeux d'argent, donc casino, qui sont autorisés. Le premier endroit où ils lancent le casino, c'est Ras Al Khaimah, avec donc le groupe Wynn, un casino extraordinaire qui a d'ailleurs très très bien avancé. Profitant de l'essor du casino à Ras Al Khaimah, il y a énormément de développements immobiliers qui ont été faits tout autour. Moi, je n'en ai pas vendu, Lucas. Ce podcast vieillira peut-être très mal parce que j'aurai tort sur ce que je vais te dire maintenant. Je l'assumerai. Encore une fois, je suis pragmatique, je fais avec ma vision. Tu aurais un autre agent, il t'expliquerait peut-être par A plus B pourquoi Ras Al Khaimah est un super investissement. Et disclaimer, si des gens ont acheté à Ras Al Khaimah, je ne leur dis pas que c'est un mauvais investissement, mais je vais te donner moi les doutes que j'ai dessus et pourquoi je n'ai pas accompagné de personne dessus. Parce que les prix proposés à Ras Al Khaimah pour une zone émergente étaient déjà chers et quasiment les prix de Dubaï. Pourquoi aujourd'hui tu veux que je t'accompagne à Ras Al Khaimah sur un futur potentiel alors que je peux t'accompagner à Dubaï sur quelque chose qui a déjà fait ses preuves? Je préfère t'accompagner à Dubaï. Aujourd'hui, le seul intérêt de Ras Al Khaimah, c'est le casino. Aujourd'hui, tu vas à Ras Al Khaimah, il n'y a rien de spécial. Tu vas juste avoir du développement immobilier, mais tu n'as pas de société implantée, tu n'as rien. Donc, tu achètes un appartement là-bas, c'est ça à quoi il faut penser. Et on en a parlé quand on parlait d'Abu Dhabi. Moi, je t'ai donné des conseils sur Abu Dhabi basés sur une logique, mais pas sur la connaissance de marché. Aujourd'hui, qui vont être les occupants de tes logements à Ras Al Khaimah? Il y en a eu énormément. C'est pas comme s'ils avaient livré 3 buildings. Ils ont livré des dizaines de milliers d'unités. Qui va remplir ça? Donc, tu n'as pas d'habitants à l'année, puisqu'aujourd'hui, tu n'as pas de société, tu n'as pas de poumon économique, tu n'as rien. Donc, tu n'as personne qui vit à l'année à Ras Al Khaimah pour occuper du moins tous ces logements. Donc, tu t'adresses aux touristes et aux joueurs de casino, principalement, puisque c'est eux qui vont venir. Donc, finalement, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, OK, les touristes... D'accord, sauf qu'aujourd'hui, moi, si j'ai envie de miser sur les touristes, je mise toujours sur Dubaï, factuellement, et même sur Abu Dhabi, plus que Ras Al Khaimah. Et petite question, est-ce que c'est véridique ça ou pas, que la licence des casinos, elle n'est pas propre à juste Ras Al Khaimah, mais qu'elle est propre à tous les Émirats? Et donc que c'est possible que tu as un casino qui arrive à Abu Dhabi, à Yas Island ou à Dubaï par après, quoi. C'était le coup de grâce que j'allais mettre à Ras Al Khaimah avec ça. Je le garde pour la fin parce que c'est le dernier point hyper important. Donc Ras Al Khaimah, ta logique, c'est quoi? Qui va l'occuper? Pas des locataires à l'année, potentiellement donc des vacanciers qui seront de toute façon toujours plus attirés par Dubaï ou qui passeront quelques jours par Ras Al Khaimah, mais Dubaï restera plus intéressant. Donc tu vises quoi? Les clients du casino. Déjà, les clients du casino, tu en as la plupart qui vont loger dedans ou dans les hôtels avoisinants, et aucun joueur de casino qui se respecte, entre guillemets, ou qui joue beaucoup, un gros joueur, il n'ira jamais dans un Airbnb. C'est des gens qui vont dans des hôtels. Tu n'auras finalement pas des familles particulièrement, puisque c'est quand même une clientèle particulière. Le casino, c'est des bandes de potes, c'est des hommes, c'est pas des familles. Donc à un moment donné, les familles vont dans des Airbnb, les gens qui ne sont pas des familles ont moins tendance à y aller. Mais ok, il y en aura un petit peu. D'accord? Mais selon moi, pas de quoi couvrir toutes les unités. Et encore une fois, ça vieillira peut-être très mal ce que je dis, mais est-ce que les gens vont passer leur semaine entière? Parce que Ras Al Khaimah, ça attire des touristes locaux. Aujourd'hui, un Français, il ne va pas en vacances à Ras Al Khaimah. Il va en vacances à Dubaï et au mieux, il passe par Ras Al Khaimah. Par contre, un résident de Dubaï ou des Émirats voisins va à Ras Al Khaimah. Je le fais des fois, une petite staycation le week-end. Donc, ok, tu vas remplir potentiellement ton appartement le week-end, mais qu'est-ce qui va se passer du lundi au vendredi? Est-ce que Ras Al Khaimah sera capable d'attirer des touristes et surtout d'attirer des touristes qui vont rester longtemps, tu vois? Et moi, je dis toujours, je vais dans une destination, ok, j'ai envie d'aller au casino, il est extraordinaire, il est nouveau, ok, je vais aller passer 3 jours. Mais je ne vais pas rester plus, et puis je vais retourner à Dubaï, c'est là que ça se passe, tu vois. Et en fait, moi, je pars du principe qu'aucune personne qui va venir aux Émirats peut ne pas passer par Dubaï.
Par contre, je considère que des gens qui viennent à Dubaï n'ont pas besoin de passer forcément dans les autres Émirats. Et pour finir, parce que c'est le point le plus important, tu l'as très justement dit, aujourd'hui, la licence de jeu, elle est ouverte à tous les Émirats. Ok. Ou du moins ceux qui le voudraient. Par exemple, Sharjah, je n'ai pas l'information, mais il n'y a pas un monde où Sharjah aura un jour un casino. Mais aujourd'hui, Abu Dhabi... Donc ça, c'est quand même une information qui est vachement importante parce que tous les gens qui misent à fond sur Ras Al Khaimah en disant et en pensant que ce sera vraiment l'endroit où il n'y aura que les casinos à cet endroit-là, en réalité, dans 5 ans, il peut y avoir un casino à Dubaï ou à Abu Dhabi, quoi. Alors, le vrai sujet, il est sur Abu Dhabi. Abu Dhabi, officieusement, il se dit qu'il pourrait y avoir un casino avec le groupe MGM. Donc quand on commence à te sortir le nom du groupe, c'est plus que du réellement officieux. Donc aujourd'hui, les rumeurs, et il y aurait eu en septembre 2024 un dépôt de dossier de MGM pour avoir un casino à Abu Dhabi. Donnée intéressante, parce que j'avais creusé ce sujet à l'époque, aujourd'hui, l'autorité de réglementation des jeux aux Émirats, elle est dirigée, je crois que son nom c'est Jim Mullen, qui est l'ancien boss de MGM. Ok. Tu vois la logique où je veux en venir ? Ouais. Donc si tu as l'ancien boss de MGM qui aujourd'hui est à la tête de l'autorité des jeux, tu te doutes que le pont peut se faire. Alors attention, il est neutre, je ne suis pas en train de te dire qu'il y a un conflit d'intérêt et tout, mais ça peut aider. Et aujourd'hui, excuse-moi Lucas, vas-y. Non, vas-y, je te laisse terminer. Non, j'allais juste finir. Aujourd'hui, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est Abu Dhabi, on va dire, un peu le big boss des Émirats. Ouais. Donc, et surtout que Yas Island, quand tu regardes, ça fait sens d'avoir un casino qui est là. Quand tu vois tout ce qui arrive, tu as Disney, tu as le parc Harry Potter, c'est officiel aussi. Tu as la Sphère, la même Sphère qu'à Las Vegas. Tu as un casino qui vient se positionner là à côté du circuit de Formule 1 et tous les parcs. Ça fait même plus sens limite qu'un Ras Al Khaimah, quoi. Et moi, je pense, après je peux me tromper, et comme je t'ai dit, ça vieillira peut-être mal, je pense qu'il y avait aussi une volonté de dire à Ras Al Khaimah, ok, allez-y, nous on vous donne la primeur, développez-vous grâce à ça, parce qu'on ne va pas non plus tous se tirer dans les pattes, et nous on ouvrira notre casino si on a envie plus tard. Mais oui, aujourd'hui, factuellement, si Abu Dhabi a son casino avec MGM, il y a Disneyland qui arrive, tu as Yas Island qui devient juste en termes d'entertainment une destination incontournable des Émirats. Moi, j'ai très peur que si ça se confirme, sans parler du fait que ça peut arriver à Dubaï aussi derrière, mais si ça arrive juste à Abu Dhabi, aujourd'hui, faire Dubaï-Abu Dhabi ou Dubaï-Ras Al Khaimah, c'est plus sympa d'aller se faire les parcs, d'aller voir des événements sportifs à Abu Dhabi, à Yas Island qui est extraordinaire, que forcément d'aller à Ras Al Khaimah. Donc pour moi, si c'est confirmé qu'à Abu Dhabi, il y a un casino, je ne vois plus du tout, et certains m'expliqueront peut-être par A plus B pourquoi j'ai tort, mais l'intérêt de Ras Al Khaimah. Et encore une fois, par exemple, quand Shoba développe à Al Quwain, les prix sont bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux acheter pour 1,1 million ou 1,2 million dirhams un one bed sur les projets de downtown d'Al Quwain. Des beaux appartements vue mer. Ok. Ouais, pas mal, ouais. Mais quand tu vas acheter à Ras Al Khaimah un appartement quasiment au même prix que Dubaï et pour certains projets encore plus cher, compliqué. Mais pour pas enterrer définitivement Ras Al Khaimah, il y a quand même, je pense, des projets qui vont tirer leur épingle du jeu, les plus jolis projets en bord de mer avec les meilleurs promoteurs. Mais j'ai beaucoup plus de doutes sur ceux qui ont acheté sur des projets plus confidentiels où là, je pense qu'il y aura moins d'attractivité. Ouais. Et pour finir juste sur les différents Émirats, Lucas, tu nous partageras peut-être aussi sur Abu Dhabi, mais moi je crois fortement à Abu Dhabi et le game changer c'est clairement Disney. C'est annoncé, c'est officiel. Abu Dhabi va exploser, notamment Yas Island, c'est sûr. Ouais. Ben moi, pour te donner mon avis dessus, j'aime beaucoup en parler parce que j'ai toujours été tiraillé en fait entre Dubaï et Yas Island, tu le sais. Moi, je t'ai contacté, c'était quand ? Je crois que c'était en février 2025. Ouais. Je t'ai dit, écoute Fabien, moi je viens aux Émirats, c'est pour investir clairement, et ce sera soit Dubaï ou ce sera soit Abu Dhabi. Finalement, j'ai penché pour Dubaï pour ce premier investissement-là. Mais Yas Island, j'y crois à fond. Moi, je suis arrivé à Yas Island il y a 3 ans, donc c'était début 2022. Et je me rappelle, pour ceux qui connaissent, la résidence Water's Edge sur Yas Island, le one bedroom, si je dis pas de bêtises, tu pouvais en avoir entre 800 000 et 1 million de dirhams il y a 3 ans. Aujourd'hui, du one bedroom, et encore je prends même des chiffres qui sont un petit peu élevés. Aujourd'hui, du one bedroom sur Water's Edge, c'est du 1,5, quoi, si tu veux plus ou moins une bonne unité. Donc ça, en 3 ans, ça a quand même pris un peu plus de 100 000 euros, je veux dire, pour des petits appartements one bedroom. Et quand tu regardes Yas Island, ce que j'aime beaucoup en fait dans cette configuration-là, c'est que tu as une supply qui est limitée. C'est-à-dire que c'est une île, tu peux pas construire à l'infini. C'est comme Downtown à Dubaï, c'est comme la Marina, tu peux pas construire à l'infini. Ce qu'il y a à Downtown ou ce qu'il y a à Marina, ça continuera à prendre de la valeur parce que c'est ce qui est au cœur justement de la zone, quoi. Là-bas, c'est pareil, quand tu vois tous les parcs qui arrivent, etc. Et du coup, moi, j'y crois à fond. Et en fait, c'est vraiment ces zones un petit peu plus de luxe, Saadiyat Island, Farid Island, où Aldar occupé de développer Yas Island, pour moi,
Si tu as un petit peu d'argent à placer, je pense pas que tu peux te tromper au même titre que Downtown à Dubaï ou la Marina par exemple, quoi. Donc moi, mon avis, c'est juste que c'est des super invests et c'est de l'argent qui vraiment, tu peux dormir sur tes deux oreilles si tu places ton argent là-bas dans des projets qui sont bons, donc, par exemple Emaar à Dubaï ou Aldar à Abu Dhabi, quoi. 200% d'accord. Moi, je te l'ai dit exactement. Moi, mes recommandations, en réalité, là-bas, c'était de te dire fonce parce que je pense que c'est une très bonne idée. D'acheter avec Aldar, par contre, c'était entre guillemets la seule barrière que je te mettais, c'est va pas t'aventurer sur autre chose, Mhm. qu'aujourd'hui Aldar c'est la valeur sûre. Maintenant, clairement, encore une fois, Disney qui arrive, rien que ça, sans même parler du reste, c'est exceptionnel. Euh, je crois fortement aussi à ces investissements, mais je pense que la différence, et c'est ce que je t'ai dit, en réalité, c'est est-ce que tu as une vision un peu plus long terme Mhm. ou est-ce que tu veux prendre quelque chose tout de suite à Dubaï, tu sais qu'on n'a pas besoin d'attendre 5, 6, 7 ans Mhm. un Disney. Donc là, tu fais aussi un investissement avec une projection future plus forte. Mais c'est pareil aussi, hein, il faut le dire aux personnes qui pourraient se dire ah ouais, c'est pas mal, Abu Dhabi, c'est le moment d'acheter. Attention, tu le vis, Abu Dhabi est déjà cher. Tu vois, c'est pas Mhm. du tout un endroit où aujourd'hui tu as des coûts immobiliers à faire. Non, tu as un prix de marché qui est haut. Les derniers lancements d'Aldar, les OneBet, c'est 3,7 millions, 3,8 millions dirhams, donc presque 1 million d'euros avec les frais sur les nouveaux lancements. Alors, Ouais. ultra luxe, hein, mais encore une fois, voilà, Abu Dhabi, effectivement, faut considérer que tu as déjà un ticket d'entrée qui est élevé. À fond. Et justement, c'est une question que je voulais te poser, parce que moi, c'est un truc voilà, que je remarque sur le marché. On en a d'ailleurs un petit peu parlé la fois passée, mais je pense que c'est intéressant de le partager à ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, tu compares un projet qui est terminé. Je vais prendre des chiffres au hasard. Je veux dire, un projet qui est terminé, tu vas pouvoir acheter du one bedroom à 1,8 par exemple. Mhm. Et tu as un projet en off-plan que tu peux acheter juste à côté qui sera terminé dans 2 ans. Et le off-plan coûte plus cher que le projet qui est terminé ou le même prix. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir un immeuble A, tu peux acheter un appartement one bedroom qui va être à 1,8. À côté, tu as un immeuble B qui est en off-plan qui sera terminé 2 ans plus tard et les prix commencent à 1,8 par exemple. Mhm. Comment ça se fait que du off-plan aujourd'hui, c'est aussi cher, alors que parfois tu peux avoir un bien qui est déjà terminé et le faire travailler tout de suite au même prix, voire même parfois moins cher en fait. Alors, c'est là où je t'ai dit attention sur les perspectives de plus-value sur le off-plan, parce qu'aujourd'hui, les prix ont monté. C'est vrai qu'avant, tu avais quand même un écart différent. Aujourd'hui, le off-plan a rattrapé le prix du marché secondaire, voire même est plus cher. Tu as tout à fait raison. Donc toi, tu vois vraiment qu'il y a eu une différence au niveau du off-plan, où le off-plan était quand même bien moins cher avant et qu'aujourd'hui, le off-plan a vraiment rattrapé le resale. Tu vois la différence, quoi. Ouais, après, l'explication, de toute façon, elle est très simple. Pourquoi, même en partant de ta configuration que tu m'as donnée, pourquoi est-ce que les gens vont quand même sur l'off-plan? Deux raisons principales. Un, le financement. Aujourd'hui, rentrer sur le marché secondaire, financièrement, c'est pas possible pour tout le monde. Deux, des projets qui sont plus attractifs. Parce qu'il Mhm. faut aussi comparer les tours dans le même quartier. C'est-à-dire que deux tours dans le même quartier ne sont pas du tout avec des prestations égales. Donc si je te dis, OK, aujourd'hui, tu as ce building-là à 1,7 million, mais par contre, attends, j'en ai un autre à 1,7 million, OK, il est livré dans 2 ans, tu ne vas pas faire de rentabilité. Mais déjà, je te propose potentiellement une plus-value à venir et en plus un projet qui est vachement plus sexy. Donc là, la question peut se poser. Mhm. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, certaines personnes peuvent se dire, OK, je vais sur l'off-plan. Mais pour parler très franchement, la majeure partie du temps, c'est qu'une histoire financière. Et je fais une toute petite parenthèse. Moi, mon accompagnement aujourd'hui, je comprends les besoins du client. Je suis désolé, mais je suis obligé d'aborder ce thème très vite avec eux. Combien vous avez disponible tout de suite? On ne peut pas parler à Dubaï sans la notion d'apport. Exact, ouais, ouais. Donc, si aujourd'hui tu me dis, bah, Fabien, j'ai 50 000 d'apport, ok, on oublie le marché secondaire, donc tu seras de toute façon obligé d'aller prendre la tour off plan, même si elle est livrée dans 2 ans, Mhm. juste par le financement. Ok. Et maintenant, je vais aborder une question qui est la question du mortgage, donc du crédit immobilier que tu peux faire dans les banques ici. D'ailleurs, c'est marrant, mais j'ai encore beaucoup de gens autour de moi qui sont pourtant des entrepreneurs aguerris, etc., qui ont même investi aux Émirats, mais qui ne savent pas que tu peux faire des crédits immobiliers ici, alors que ça existe maintenant depuis quand même pas mal d'années. Mhm. Maintenant, les règles sont différentes en fonction de si tu es résident, si tu es non résident, l'apport que tu dois mettre, etc. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer, par exemple, pour une personne qui veut acheter, je vais commencer par le resale, donc qui veut acheter un appartement qui est existant, euh, comment est-ce qu'il peut obtenir un crédit, quel est l'apport qu'il doit mettre, etc., quoi. Alors, pareil, Lucas, je vais le simplifier vraiment parce qu'en fait, il y a plein de subtilités. C'est un sujet sur lequel je me suis énormément penché parce que j'accompagne beaucoup d'investisseurs avec du levier bancaire ici. Il y a beaucoup de subtilités. Donc, je vais donner les règles, on va dire, Mhm. générales et faciles. Aujourd'hui, il y a une donnée hyper importante à comprendre. Un prêt immobilier, c'est ce qu'on appelle un mortgage, donc ça sera une hypothèque. Donc hypothèque, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que ton bien est entre guillemets propriété de la banque Mhm. jusqu'à son paiement final. C'est leur garantie à eux. Donc ce n'est pas possible sur un projet off-plan de faire une hypothèque. Donc il faut quoi qu'il arrive que ce soit sur un bien livré.
Donc, tu peux faire financer soit une propriété livrée, soit une dernière échéance d'un projet off-plan, puisque comme la propriété est livrée, tu peux faire financer une dernière échéance. Donc, OK? quand on parle de dernière échéance, pour bien que les gens comprennent, donc ça veut dire que sur du off-plan, tu vas pouvoir faire financer la dernière échéance qui est en général de 50%. Ça peut être moins, ça peut 40-50%. être, on va dire, entre 20 et 50%. Ok, donc cette dernière échéance-là, pour ceux qui veulent acheter sur plan et qui après pourraient se retrouver bloqués parce qu'ils ne peuvent plus avoir les moyens de financer, ils Exactement. pourraient à ce moment-là prendre un mortgage. Maintenant, avec un souci d'éthique et de transparence, si aujourd'hui tu es éligible à un crédit, est-ce que je peux te garantir que dans 3 ans, tes conditions seront les mêmes et tu le seras toujours? Donc ça veut dire que c'est un risque pour l'investisseur qui veut utiliser ça, c'est qu'il ne sera pas sûr 3 ans plus tard d'avoir la même éligibilité. Mhm. Il aura une porte de sortie, c'est la revente à la livraison, au pire des cas. Quoi qu'il arrive, si Ouais. tout va bien, il gagnera de toute façon de l'argent. Mais première donnée importante, sous hypothèque, tous les mortgages. D'accord. La deuxième chose, c'est entre un résident et un non-résident. Un non-résident serait éligible maximum à 50%. Ok. OK. Un résident sera éligible maximum à 80%. On va tout de suite expliquer que ça, c'est pour un salarié. Mhm. Un entrepreneur ou une personne, on va dire, à son compte, en général, ce sera plutôt 60%. Mhm. Donc 50% pour un non-résident et de 60 à 80% pour un résident en fonction de son statut. Ok. OK. Maintenant, c'est pas très difficile d'avoir un prêt ici à Dubaï, mais je vais juste aborder la question des intérêts. Aujourd'hui, pour un résident, on sera aux alentours de 4% pour un taux fixe pendant 3 à 5 ans. Ok. Et ensuite, c'est indexé par rapport au taux EIBOR, où tu as un pourcentage supplémentaire à payer. Donc ça, c'est une donnée qui effraie beaucoup d'investisseurs francophones ou européens. C'est cette donnée de taux fixe pendant 3 à 5 ans Mhm. et un taux variable qu'on contrôle moins sur le reste. Et je sais que c'est la barrière en général qui fait que beaucoup ne se positionnent pas. Tu peux renégocier, tu peux repasser sur un taux fixe, mais tu as des subtilités de marché qui sont un peu différentes. C'est pour ça, Lucas, que je suis désolé, je ne peux pas trop ouvrir ce sujet-là. Mais en tout cas, dans les grandes lignes, des taux aujourd'hui, grosso modo, à 4 pour les résidents, on va dire 5 pour les non-résidents, 50% pour un non-résident et 60 à 80 pour un résident. Mais c'est un levier aujourd'hui que j'utilise de plus en plus. Mais honnêtement, je le fais principalement avec des investisseurs qui vivent ici à Dubaï, qui achètent des résidences principales pour eux ou des investissements Mhm. à but de rentabilité. Mais je m'adresse en général principalement aux investisseurs sur place. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de tout. Je pense qu'on pourrait encore rester Ouais, des assis heures. ici et parler encore pendant 2 heures. Mais ce que je te propose, c'est qu'on arrête le podcast ici. Je pense qu'on a, voilà, on a fait vraiment un beau tour global de toute la vision immobilier, Dubaï, etc. Et ce que je te propose, c'est que si on voit que les gens ont beaucoup de questions, etc., bah, c'est qu'on se retrouve dans un prochain peut-être podcast qu'on pourrait refaire en abordant d'autres points, en abordant peut-être même des questions que la communauté pourrait poser. Et si jamais bah, vous êtes intéressé de voilà, prendre contact avec Fabien, sachez qu'il y a un lien juste en dessous de la vidéo et vous pouvez comme ça bah, prendre contact avec Fabien et discuter avec lui pour voir si jamais bah, voilà, il peut vous accompagner et vous aider dans vos investissements immobiliers ici justement sur Dubaï. Je te remercie en tout cas Fabien, c'était ultra intéressant, ultra agréable et bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire un autre et bah, je te souhaite vraiment aussi une bonne continuation dans tous tes projets bah, immobiliers, accompagnement, etc. Eh ben, écoute, merci beaucoup Lucas encore pour l'invitation. C'était un super moment. Effectivement, on aurait pu passer des heures et j'ai pas vu le temps passer non plus. Que les personnes n'hésitent pas. S'il y a des questions supplémentaires, comme tu l'as dit, avec grand plaisir. Et je pense qu'il y a plein de sujets qu'on pourra aborder avec grand plaisir. Si encore une fois, ça donne envie à certains de nous revoir tous les deux ensemble, ça sera avec grand plaisir. Merci à toi.